Les bons plans, c'est le mois des bons plans, mon gars. Oui, et surtout bon, le mois où il faut à la fois faire des cadeaux, mais en même temps, on a aussi envie un peu de profiter des fêtes pour Toi, t'aimes bien faire les cadeaux en plus. Ouais, bah c'est la meilleure saison pour montrer que tu connais les gens et que tu leur as apporté quelque chose. Et moi, j'aime bien offrir des livres en plus. Ah mais ouais. bon, Mais tu à fais Abidjan, comment, ouais, Abidjan. C'est plus Amazon. Oui, moi je suis un gars d'Amazon, tu sais, c'est ça qui est efficace en vrai. Mais c'est vrai qu'Amazon, maintenant, t'as Cartine, par exemple. Ah, c'est vrai que ça, c'est le truc, je pense, qui vraiment va rendre la vie à Abidjan encore meilleure. Parce qu'en vrai, c'était l'un des plus gros problèmes. C'est à quel point ça met longtemps ou c'est galère pour passer par Amazon. Ouais. T'as plusieurs prestats qui t'amènent des trucs. Tu fais Non, là, tu peux recevoir des trucs, des objets tech, des livres. Cartine, c'est vraiment le partenaire officiel d'Amazon. Oui, oui. Tu vois, et donc, quand tu installes juste le plugin, tu te mets sur Amazon, tu dis que tu es en Côte d'Ivoire, il te balance le truc, quoi. Et directement, donc en plus, c'est intégré. Donc, t'as même pas à faire appel à un autre livreur qui va trucs. Tu envoies l'adresse de trucs. Ouais. C'est direct, quoi. Complètement intégré. Donc, franchement, j'avoue, c'est un bon deal. Et je pense quand même qu'on peut offrir ça à notre il y a audience. un petit truc. Faut donner un petit truc à nos gens quand même. On peut pas leur parler de Cartine et puis ça s'arrête là. Non, franchement, c'est vrai qu'on est super heureux d'avoir Cartine parce que nous, on est des gros consommateurs, effectivement. D'Amazon. De tout ce qui est livre d'Amazon. Donc, de pouvoir emmener ces objets ici, c'est top. Et on a pu effectivement obtenir un petit code, Juste petit pour code vous. promo. Premier cadeau de Noël, donc, cadeau comme ça. Vous avez vu ça où? SOA10, SOA10. Et ça vous fait 10% de réduction. Donc, si vous l'utilisez avant la fin de l'année. Oui. Donc, franchement, c'est cool parce que le catalogue... Enfin, bon, on va pas faire... C'est Amazon. Si on devait parler du catalogue d'Amazon... Non, c'est pas la peine de vendre le truc. Le point, c'est de dire, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou connaissent des gens en Côte d'Ivoire qui se posent des questions pour commander Amazon, juste passer leur le bon plan. Moins 10%, c'est easy. Le but pour nous, c'est de se dire, OK, c'est les fêtes. Qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'on peut offrir aussi à la communauté qui nous écoute. Exactement. Donc, merci de nous écouter encore toute cette année. On espère que vous serez encore là. Donc, et j'attends mon cadeau. T'inquiète, on se tient au jus. OK. Profitez de votre épisode. Et SOA10. Bon épisode à vous. Ciao. Shalom. Salam. Salut à tous. Et on est dans un dispositif spécial. Oui. Avec une légende du business moderne. Exactement. Puis, même si on n'a pas pu l'avoir à Abidjan, on est très, 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 très honoré qu'il nous accorde de son précieux temps. Ah oui, moi, quand il m'a donné un créneau, là, j'ai dit, les gars, créez un truc. Mobilisons-nous. C'est ça, la créativité. Donc, Olivier Laouché est avec nous depuis Johannesburg. Ah, c'est de moi que vous parlez, là? Exactement. Exactement, c'est ça. Oui. On fait la talakou comme les artistes sur Trace. D'accord. Et je dois vous donner un petit peu d'argent pour vous citer à chaque fois non, quand je vais parler non, cette interview. Non, ça, c'est gratuit. C'est le moins qu'on puisse faire. C'est du give back, là. À ce stade, t'as pas... Et comment tu partager avec les autres. Exactement, voilà. Exactement. Et du coup, comment tu te présentes aujourd'hui aux gens, Olivier? Quand tu croises, quand tu rencontres une nouvelle personne? Et non, mais d'abord, malheureusement ou heureusement, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui me présentent avant même que j'ai le temps de dire quoi que ce soit. Mais moi, d'abord, je reviens toujours sur mes origines de Caribéen, de Martiniquais, et qui a toujours été passionné par l'univers du divertissement, par l'univers de la musique, par l'univers de la réussite, et surtout par le fait de faire des choses que personne n'avait fait parfois avant. Exact. Et donc j'aime faire des choses un petit peu différentes, un peu extraordinaires. Et puis j'aime donner la possibilité à d'autres de réussir, que ce soit des artistes, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes. Et à chaque fois que je peux effectivement contribuer à la réussite des autres, ça me fait plaisir. Et pour moi, c'est aussi une partie de ma réussite. Ok. Et du coup, il faudra que tu nous racontes parce que tu as eu ça très tôt. Je pense qu'une particularité, c'est que si je me trompe pas, tu as commencé Trace à 28 ans. Non, j'ai pas commencé Trace à 28 ans. J'ai créé ma première chaîne de télévision à 25 ans. ATV, c'est une chaîne de télévision que j'ai créée en Martinique. ATV, qui s'appelle ATV, Anti-Télévision. Et voilà. Et ensuite, j'ai développé cette entreprise pendant à peu près 8 années. Et puis, je me suis retrouvé à la tête d'un label musical en France qui s'appelait à l'époque Secteur A. Ah bon? C'est un label qui faisait des artistes comme Doc Gynécos, Tommy Bugsy, Arsenic, Pete Bacardi, Cindy-La, Les Nègres Marrons. Ah mais... Et voilà, donc j'étais à l'époque à Sarcelles, dans la banlieue parisienne. Et puis j'avais l'envie déjà de créer une chaîne qui soit consacrée
à la thématique des musiques et des cultures afro-urbaines. Donc, j'avais une double expérience télé avec ce que j'ai créé en Martinique, à TV. Et puis ensuite, avec Sectora pour la musique et pour le hip-hop et pour les musiques afro-caribéennes. Et donc, j'ai mélangé cette double expérience, cette double passion pour créer ce qui allait devenir le groupe Trace. Ça a pris beaucoup de temps. Il m'a fallu quasiment 4 années pour arriver à trouver les financements qui m'ont permis de lancer la première chaîne Trace. Et pour ça, il a fallu qu'on achète le magazine Trace. Au tout départ, la marque Trace, c'était la marque d'un magazine qui avait été créé par un franco-togolais qui s'appelle Claude Koniski, et qui est un magazine qui était publié à Londres et à New York. Et puis, on a également acheté une chaîne de télévision qui s'appelait MCM Africa. Ah, et quand oui, je dis on, à l'intérieur de ce on, c'était moi, des partenaires, des amis, de la famille, et puis surtout Goldman Sachs, une grande banque d'affaires américaine, qui a cru dans le projet, dans la vision que j'avais, et qui nous a permis d'avoir les moyens financiers de faire les acquisitions qui ont été en fait les fondations de ce qui est devenu le groupe Trace. Ah, super, super. Là, on a déjà aperçu, mais on voudrait rester sur la partie Sectora, parce que finalement, je pense que le point commun, et puis tu l'as même dit dans ta présentation, quand tu parles de mettre en avant ces artistes, tu as dû côtoyer des gens extraordinaires, des gens, en fait, j'ai l'impression que tu es attiré par le talent, en fait. C'est-à-dire les gens qui ont du talent font partie finalement de ton parcours. Est-ce qu'au moment où tu rencontres tous les artistes que tu évoques, les Doc Gineco, Passy, etc., ce sont déjà les stars qu'on connaît là, ou alors c'est vraiment avant qu'ils deviennent les noms que tu as cités? Non, en fait, moi, j'étais en relation avec Sectora d'abord par Kenzie, Jérôme Ebella, qui est un franco-camerounais, qui était le fondateur de Sectora avec ses partenaires. Et c'est lui qui m'a demandé, en fait, de rejoindre Sectora pour aider à diriger et à développer le label. C'était à l'époque de la crise du disque, mais à l'époque, les artistes de Sectora étaient déjà très connus. Il y avait eu ce fameux concert Sectora à l'Olympia. Il y avait eu l'album de Gineco, Première Consultation, qui s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires à l'époque. Et donc, je suis arrivé à un moment, en fait, qui était un peu au summum de la popularité de Sectora. Donc, j'y suis absolument pour rien, je le dis avec beaucoup de modestie, mais j'ai beaucoup appris de Sectora. J'ai essayé d'amener un peu de rigueur de gestion dans une entreprise qui était très créative, très artistique, mais qui avait quelques lacunes en matière de gestion. Et puis en parallèle, et c'était le deal que j'ai passé avec Kenzie, c'était que je voulais créer effectivement mon groupe de médias sur cette vision que les musiques afro-caribéennes avaient un potentiel de croissance non seulement aux États-Unis, on voyait déjà l'explosion du hip-hop avec des chaînes comme BET qui étaient aussi des fers de lance de cette culture urbaine. Mais je pensais qu'il y avait une manière non américaine d'appréhender effectivement cet univers culturel, de faire entendre la voix de l'Afrique, la voix de la Caraïbe, la voix des diasporas. Et donc, c'est comme ça que, en parallèle à ce que je faisais à Sectora, j'ai commencé à monter mon projet. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré, comme je l'ai dit tout à l'heure, les banquiers de Goldman Sachs et beaucoup de gens qui m'ont permis ensuite de créer Trace. Mais c'est intéressant et j'ai une question que je me pose un peu. Est-ce que toi, personnellement, tu as toujours été un fan de musique ou pas? Parce que quand je regarde dans ton parcours avant ATV, donc si je comprends bien, tu as travaillé un peu pour Renault en Asie. Donc, oui, alors... Je crois que plus personne ne te parle de ça. J'imagine que ça paraît loin pour toi. Okay, donc j'ai compris. Aujourd'hui, il faut que je dise tout. Hein, c'est ça, il faut tout ton cœur, voilà, c'est ça. C'est la mise à nu totale et pas complète quand même, parce que sinon on va créer des émeutes. Mais bon, bref, pour revenir à mon parcours, et là on revient avant effectivement la création d'ATV en Martinique. Et avant la création d'ATV, pendant 2 ans, j'ai vécu en Asie du Sud-Est. À l'époque, on devait faire son service militaire et j'ai eu la chance de pouvoir faire mon service militaire en coopération. Donc, je suis parti pour travailler pour une grande entreprise française qui était le groupe Renault. Et pendant 2 ans, j'ai vécu des aventures absolument exceptionnelles basées à Jakarta, en Indonésie. J'ai appris même à parler indonésien là-bas. Ah bon? Et puis, j'ai travaillé dans la zone, en Corée du Sud, à Hong Kong, en Thaïlande et à Singapour, à Hong Kong. Voilà. J'avais une responsabilité régionale et j'ai
toute la vie. Et pour revenir à la question d'avant sur ma passion pour la musique, elle est effectivement, c'est une passion. D'abord, quand on est dans la Caraïbe, la Caraïbe, je le rappelle toujours, c'est à peu près 40 millions d'habitants, et c'est la partie du monde certainement la plus créative, hein, désolé pour les Ivoiriens, en termes de musique, parce qu'on a inventé quand même le reggae, le reggaeton, la salsa, le zouk, la bachata, le merengue, et j'en passe. Et beaucoup de ces musiques sont devenues des musiques mondiales. Quand Aya Nakamura aujourd'hui se définit comme zoukeuse et qui fait de l'afro-zouk, eh bien c'est un exemple. Tout le monde, il n'y a pas un pays dans le monde qui n'a pas écouté Bob Marley. Il n'y a pas un pays qui n'a pas eu accès au rythme de la salsa qui viennent de Cuba ou voilà de la bachata de Saint-Domingue. Donc voilà, et j'ai même pas parlé de tout ce qui est soca de Trinidad, de jump up. On est dans la Caraïbe très bon en termes de musique, et quand on est un jeune Caribéen, on est forcément exposé à la musique. Et donc j'ai toujours été un fan, notamment de Bob Marley. Et notamment du groupe Kassav. Voilà, dans ma chambre, quand j'étais lycéen, j'avais un grand poster de Bob Marley, des posters de Kassav. Et j'ai grandi en écoutant ces sons de reggae, ces sons de zouk. Je parle même pas du compas haïtien, qui est aussi devenu une musique mondiale. Donc voilà, j'avais la chance d'être dans cet univers, dans cet écosystème musical d'une diversité absolument incroyable. Et ça m'a forcément influencé. Ça continue à m'influencer aujourd'hui. Parce que c'est vrai que vous le savez, Trace, c'est non seulement un ancrage africain très fort, mais également, on est présent dans tous les grands pays où les diasporas africaines sont présentes. Et pour nous, c'était vraiment une vision qu'on avait et qui, en fait, est complètement raccord avec mon parcours personnel, avec mon éducation, avec avec quoi j'ai grandi et et toutes les passions que j'ai pu exprimer au fur et à mesure de mon évolution. C'est super intéressant ce que tu dis là, parce que je pense que effectivement on connaît quand même pas mal de Caribéens, des Caribéennes autour de nous, et il y a une petite communauté à Abidjan, il faut le savoir quand même, petite mais puissante. Et on se pose toujours la question du coup, quand toi tu as commencé, tu aimais la musique, mais pourquoi avoir voulu en faire un métier? Parce que tu étais quand même dans un monde qui s'en rapprochait pas forcément, et c'est pas facile, hein. La musique, c'est vu, je pense même à l'époque, c'était encore vu de manière encore plus elle est frivole, on va dire. Les gens voient ça comme du divertissement, pas comme du business. Je sais pas qu'est-ce qui t'a amené à te dire, en fait, non, je veux en faire ma vie et je veux faire une chaîne et je veux investir sur ça. Alors, sur ça, je pense que j'ai été très influencé par ce qui se passait aux États-Unis. Parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, et c'est vrai que les Américains ont toujours eu une longueur d'avance en termes du divertissement, notamment de la musique. Et quand j'ai voulu, en fait, créer ce qui est devenu Trace, les premières personnes que je suis allé voir, ce sont les gens de BET, Black Entertainment Television. Je suis allé les voir à Washington à l'époque. Directement. Je leur ai dit, écoutez, c'est génial ce que vous faites, mais moi, je voudrais faire la version francophone de BET. Donnez-moi la licence de BET, je vais la développer en Afrique francophone, en France, dans la Caraïbe. Ah ouais, mais sérieux? Ce qu'ils ont fait 20 ans après. 20 ans après, ils sont venus se voir après. Ils l'ont fait. Ah là là. Après, ils ont essayé de le faire. Essayé, oui. De reprises. Ah bon? Ah, donc, voilà, les exclus. Voilà, ça suit, là. Là, on commence à parce que c'est vrai que là, c'est ça être un précurseur. C'est quand les gens te rejoignent après. C'est ça qui est encore plus impressionnant. Oui, mais là aussi, tu sais, on parle toujours de la vision. Et moi, je dis que finalement, la vision, c'est l'addition de l'expérience, l'addition de beaucoup de recherche et puis un petit peu de chance. Voilà. Et c'est vrai que quand on écoutait le mouvement hip-hop et avec la puissance d'expression, parce que l'hip-hop, c'est pas seulement une musique, c'est vraiment la culture de toute une génération, et notamment des minorités afro-américaines aux États-Unis, on voyait déjà, et on l'a vu avec Sector 1, que cette thématique résonnait dans d'autres pays que les États-Unis. Et que finalement, quand on se rapprochait justement de cette idée d'être le porte-voix d'une génération ou le porte-voix de communauté, eh bien, on pouvait pas se tromper. Parce que plus on est proche des gens, et c'est peut-être ce que j'ai appris en créant aussi ma première chaîne de télévision locale de proximité en Martinique, plus on est proche des gens, moins on a des chances de se tromper. Parce que finalement, tout ce qu'on fait, c'est pour les autres. Et je dis souvent, il faut prendre beaucoup de plaisir à ce qu'on fait pour les autres, plutôt qu'essayer de se faire plaisir en pensant après aux autres.
Voilà, donc mon focus a toujours été d'être proche des goûts du public, et j'avais vu que le hip-hop, que cette culture afro avait un énorme potentiel de croissance, pas seulement aux États-Unis, mais dans tout le reste du monde. Non, mais ok. C'est bon. Et donc du coup, c'est effectivement quand on est ça rejoint vraiment un truc que nous on dit souvent dans le podcast, et tu l'as dit, beaucoup de recherche, tu l'as exprimé comme ça, mais c'est ce que je vais dire, study the game. Tu vois, tu dois être un étudiant du secteur que tu veux dominer. Et donc ça passe par par quoi ça passait, toi, tes recherches? C'était naturel, ou tu faisais vraiment, tu as étudié BET, tu as étudié MTV? Attends, il est allé les voir, hein. Tu as été jusqu'à les voir. Mais à l'époque, on n'avait pas Internet comme aujourd'hui, on n'avait pas l'intelligence artificielle. Il suffit de taper sur ChatGPT et puis vous avez toutes les informations. Donc il fallait se déplacer. Et moi, je crois beaucoup. Quand on rencontre les gens qui ont été les acteurs de certains business, ou de la musique ou d'autres, eh bien, en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, on apprend plus que si on passe parfois des centaines d'heures à essayer d'aller chercher des informations à droite et à gauche, parce que finalement, les gens qui l'ont fait, ils nous partagent les recettes de leur réussite, mais également, ils nous racontent leurs erreurs. Ils nous racontent les galères, ils nous racontent les challenges qu'ils ont dû effectivement relever, et on apprend beaucoup. Beaucoup. Donc, j'ai toujours essayé de rencontrer un maximum de gens. Et même des gens, on vous dit, il faudrait que tu rencontres telle personne. Tu dis, mais pourquoi? Finalement, il faut le faire. Parce qu'on s'enrichit. On perd jamais de temps à rencontrer des gens et échanger avec eux. C'est intéressant parce que là, tu détruis un des mythes qui est très prenant en Afrique, et je pense que même dans la Caraïbe, ça va être pareil. Les gens ont très peur de parler de leurs idées, de leurs projets. Et ils ont encore plus peur qu'on leur vole. Alors, je veux pas... Moi, j'ai une théorie là-dessus. Vas-y, dis-nous. Une idée, un projet, ça vaut 0. Amen. Une idée, un projet, ça vaut 0. Amen. Une idée, un projet, avec une équipe, un modèle économique et un début de validation, là, ça commence à valoir quelque chose. Yes. Et donc, tous les gens, toute la journée, il y a des gens qui m'appellent, Monsieur Laoché, on voudrait vous rencontrer, on a une super idée pour vous. Alors, d'abord, merci. Nous, on n'a pas d'idée, donc on nous a attendu, effectivement. Ouais, mais vous comprenez, je peux pas vous la donner comme ça, il faudrait qu'on signe un NDA. Vous savez quoi, j'ai une bonne idée pour vous. Gardez votre idée, et nous, on va continuer. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire peut-être un jour ensemble. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir une idée, de la partager. Parce que finalement, les idées qui vont marcher, c'est quand vous apportez aussi une innovation, quand vous apportez une valeur ajoutée, quand vous apportez une différenciation dans la manière de l'exécuter. Si demain, je vous dis que je veux devenir un boulanger, franchement, ça va pas beaucoup vous intéresser, parce que pourquoi une boulangerie de plus? Par contre, si je vous dis, je vais faire le meilleur pain du monde, la meilleure baguette, ou alors demain, je monte un magasin pour faire comme en Côte d'Ivoire, de la loco, de la tchéké, ou en Sénégal, du poulet yassa, mais je vais faire le meilleur poulet yassa du monde, et j'ai une espèce de recette absolument incroyable, et vous allez voir, là, ok, ça m'intéresse, on va regarder ce qu'on peut faire ensemble. Et voilà, et puis j'en profite pour le dire, il est très rare qu'on soit tout seul à avoir l'idée. Merci bien. On répète ça. Merci. De personnes sur Terre. Donc, un peu d'humilité. Beaucoup de gens qui ont pu avoir parfois la même idée. Et la différence, c'est la manière de le faire. C'est la manière de l'exécution, de l'exécuter. C'est la manière de ce qu'on appelle le go-to-market. Voilà, c'est toute l'identité que vous allez donner à cette idée qui va pouvoir faire qu'elle est intéressante. La secret sauce, comme on dit. C'est intéressant que tu dis ça, parce que là, du coup, ça nous amène parfaitement à la question que j'avais après. Pour avoir moi-même fait beaucoup de levées de fonds. Et dans un domaine assez proche du tien, parce que quand j'ai dû lever des fonds, tu sais, nous, on avait une plateforme qui vendait essentiellement aux Caraïbes et aux États-Unis. Mes principales clientes sont noires américaines et caribéennes, et ensuite de la diaspora. Et quand j'ai dû expliquer aux investisseurs, en fait, le marché potentiel, j'avais l'impression de leur faire découvrir un nouveau monde auquel ils avaient beaucoup de mal à croire. Sachant que toi, c'est en 2000 combien? Moi, c'est en 2018, 2019. Donc, c'est quand même... Voilà. Toi, c'est en 2008 2003. Moi, j'ai commencé à lever des fonds. On a lancé Trace en 2003, donc j'ai commencé en 1999. Ça a pris 4 ans pour arriver à trouver à convaincre en tous les cas des investisseurs. Mais alors, la petite histoire, j'en profite pour faire une parenthèse. À Cape Town, la semaine dernière, j'ai rencontré les gens de IFC qui m'ont parlé effectivement de leur investissement en K. Donc tu connaissais. D'ailleurs, je m'étais dit que j'allais essayer de te contacter un jour.
parce que ma femme a monté un business en Afrique du Sud avec des artisans et elle cherche des solutions pour pouvoir effectivement vendre ses produits un peu partout dans le monde qui cartonnent. C'est moi. C'est des produits de mode. Donc là, peut-être que tu as gagné $1 million là. Ah, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, mettez vos commentaires Exactement. Mais écoute. Mettez vos commentaires si vous voulez une partie du deal. C'est aussi. Exactement. Il faut travailler. C'est pas le deal juste pour le fun. Il faut venir faire le boulot avec nous. Ah, il y a un chien. Et moi, il y a ma chienne qui aime la télévision. Tu vois, toute la famille a la télévision. Donc, quand elle voit des enfants, ça la rend folle et donc elle vient. Elle se présente. Allez. Mais c'est super intéressant ce que tu dis là parce que du coup, est-ce que tu peux nous ramener si tu te souviens? Parce que les gens me posent des fois la question, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus c'est dur. Qu'est-ce qui, pour toi, a été le moment où tu as su... Qu'est-ce que à ton avis, a fait que Goldman Sachs a signé et a dit « OK, on fait le deal ». Excuse-moi, là, je voudrais juste ajouter à cette question. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de savoir si lève des fonds avant d'aller voir BET ou c'est parce que BET dit « ça nous intéresse pas » que se dit « bon, tant pis, je vais aller chercher des fonds ». Bon, c'est un peu dans à la même période, quoi. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu, c'est dans la description juste en bas. À très vite. Cette semaine, dans Inside SOA Tribe, dans la rubrique Open Discussion, le classement du African Talent Awards est jasé, la tribu, notamment par rapport à la légitimité de certains nominés. Dans la rubrique chez Iskeri, Marcel nous partage un site ultra documenté sur les habitudes de consommation digitale. En même temps, Baba Moussa nous partage une révélation, une trouvaille, notamment François Kéré, un Burkinabé, prix Nobel de l'architecture en 2020. Dans la rubrique Congosa Business en Thaïlande, c'est gâté. Une femme risque la peine de mort après la plus grosse arnaque du siècle. Merci à notre reporter terrain, Amina. Au niveau des actualités de la tribu, Gaï sont de la tribu notamment par rapport aux questions à poser à Paola et la tribu est invitée à Abidjan pour le spécial épisode parentalité de 14 Texans. Au niveau des membres, il les admis à l'ESSEC après avoir fait un atalako à la tribu State of Africa. Elle a sorti son livre Recueil des poèmes et la tribu fait son atalako. Pour savoir de qui il s'agit, rendez-vous jeudi. Le profil de la semaine, il est franco-togolais. Il a plus de 10 ans dans le domaine de la data. Il vend des whisky d'exception pour les connaisseurs, rien que pour les connaisseurs. Il possède une application de location de voitures entre particuliers. Pour savoir de qui il s'agit, rendez-vous jeudi. Chaque semaine, de nouvelles opportunités pour vendre ensemble. À très bientôt. Mais non, j'ai vu BET avant de lever des fonds. J'ai vu BET quand j'étais encore à ATV, à Antilles-Télévision en Martinique. Il se trouve que j'ai rencontré la patronne de la Caraïbe. Je lui ai parlé de mes projets. Elle m'a dit, écoute, je peux t'organiser des rendez-vous avec les bonnes personnes à Washington. Et je suis allé voir Georges Amoa, qui était à l'époque le directeur de l'International. Puis j'ai rencontré Deborah Johnson. Donc voilà, les dirigeants de BET. Et quand j'ai compris que ça allait pas se faire avec eux, j'ai pris à un moment la décision de quitter la Martinique. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré effectivement Kenzie de Secteur 1 qui me dit, écoute, moi je cherche quelqu'un pour diriger le label avec moi parce que voilà, c'est compliqué et tout. Donc je lui ai dit, écoute, je te propose de venir bosser avec vous, mais en parallèle, je souhaite pouvoir monter mon projet de chaîne. À un moment, j'ai pensé le faire avec Secteur 1. On a même créé le label Secteur TV, mais pour des raisons un peu complexes, il faudrait 2 ou 3 heures pour vous raconter. Ça n'a pas pu se faire avec Secteur qui avait aussi une réputation un peu sulfureuse et c'est pas toujours simple quand tu arrives avec ta carte de visite de Sarcelles et que aujourd'hui le hip-hop est un peu institutionnalisé. À l'époque, c'était pas encore tout à fait le cas, donc c'était vraiment un combat de tous les jours. Et finalement, j'ai monté le projet séparément.
Et j'ai eu la chance d'avoir des amis autour de moi qui connaissaient des gens dans l'univers des fonds d'investissement. Un jour, j'ai rencontré aussi l'un des patrons de Canal+, qui avait un ami qui était l'ami du patron d'un des fonds de Goldman. Ce fonds, c'était Urban Investment Group. Et ça me permet de répondre à la question comment on a fait pour convaincre Goldman Sachs de venir sur un projet qui, a priori, n'était pas évident comme ça, tout simplement parce qu'il l'avait déjà fait aux États-Unis. Ils venaient d'aider à racheter le magazine Essence, qui avait été racheté à un moment par Time Warner. Essence, c'est un des grands magazines des femmes noires américaines, un peu comme Ebony à l'époque. Et donc, les gens de Goldman connaissaient le milieu urbain, le milieu afro, le milieu afro-américain. Et donc, ils se disaient, si ça marche aux États-Unis, et c'était vraiment l'explosion du hip-hop à l'époque aux États-Unis, il y a des chances que ça puisse marcher sur d'autres marchés. Et il se trouve que la France a toujours été le deuxième marché le plus important du hip-hop au monde, après les États-Unis. Donc, quand je leur ai dit, on va monter effectivement une chaîne avec cette dimension hip-hop et en même temps cette dimension afro-caribéenne, ça leur a parlé. Ils ont compris. Et c'est effectivement assez marrant de voir que finalement, ce sont des Américains qui ont accepté d'investir dans le projet, alors que j'avais tout un réseau français qui aurait pu être intéressé, mais ce sont les Américains qui ont joué le jeu en premier. Et cette information qu'ils avaient déjà fait, c'est toi qui avais identifié qu'ils étaient déjà des gens qui avaient cette sensibilité-là et cette vision-là, en fait. C'est ça le travail que tu avais fait, en fait. Oui, non. Et c'est le travail aussi de recherche dont on parlait tout à l'heure. Et puis, c'est beaucoup aussi du bouche à oreille, des amis, des contacts, des réseaux. Donc, quand on est en recherche de fonds, il faut le dire. Forcément une ligne directive. On a défini des cibles. Mais en plus de ça, il faut en parler à son entourage et essayer de voir si des gens peuvent vous faire des introductions pour accélérer le process. J'ai une question, Olivier. Qu'est-ce qui fait que finalement que tu lèves des fonds? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont créé des médias en se disant je commence petit, je fais mon truc, bootstrap comme on dit. Comment tu as développé en fait cette culture business? Qu'est-ce qui fait que de 99 à 2003 tu dis il me faut des fonds pour commencer? Est-ce que c'est la grandeur de ta vision? Est-ce que c'est ton expérience justement aux Antilles qui fait que tu sais exactement les moyens qu'il faut pour faire quelque chose de bien? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, c'est une bonne question. Alors, je dis souvent, d'abord, ça coûte pas plus cher de penser grand que de penser petit. De cerveau, c'est le même boulot. Deuxième chose, j'avais déjà créé, entre guillemets, une petite chaîne de télévision dans la Caraïbe. J'avais vu aussi les limites d'une chaîne sur un petit territoire. Et puis, troisième chose, j'avais compris le potentiel global de la thématique sur laquelle je souhaitais me lancer. Et ce potentiel, je savais qu'il existait aux États-Unis. C'était même pas un potentiel, c'était une réalité. Il existait aussi en France. Mais j'ai eu la chance d'avoir très tôt dans ma famille une connexion avec le continent africain. J'ai un oncle, Louis Laouché, qui est un artiste peintre, qui a longtemps travaillé pour le président Houphouët-Boigny à Abidjan. Mon oncle a d'ailleurs été le consul de Côte d'Ivoire en Martinique. J'ai plusieurs de mes cousins qui sont nés à Abidjan. Et donc voilà, dans la famille, il y avait cette branche africaine et que je rencontrais régulièrement et j'avais cette ouverture sur le continent. Donc je comprenais aussi le potentiel qu'il y avait avec ces musiques. En plus, on produisait beaucoup d'artistes africains quand j'étais à Sectora. Quartier Latin Academia était un des groupes qu'on produisait, qui était un spin-off de Koffi Olomide. Et voilà, donc j'ai toujours été assez proche de cet univers. La Caraïbe, forcément, la France, l'Afrique. Et puis, il se trouve que j'ai eu la chance d'aller très tôt au Brésil et que je me suis rendu compte aussi que finalement, le Brésil, c'est le pays au monde où il y a la plus forte communauté noire en dehors d'Afrique. 50% de la population brésilienne est d'origine africaine. Et dès l'âge de 11 ans, j'ai eu la chance d'aller au Brésil et de me rendre compte de cette réalité. Donc, j'avais compris que finalement, cette culture avait une dimension mondiale et que tant qu'à monter un projet autour de cette culture, autant monter un projet mondial. D'accord. La recherche. Ok. Donc, tu as préféré faire gros parce que tu voyais que pour faire quelque chose qui tenait, il fallait une taille mondiale et que tu ne pouvais pas le faire avec juste les moyens, on va dire, du bord.
Non, c'est vrai. Puis j'avais envie qu'on soit les premiers à créer en fait ce réseau mondial entre l'Afrique et toutes les diasporas africaines. Et c'est ce qu'on a fait à Trace. Aujourd'hui, on a 26 chaînes de télévision. Pourquoi? Parce que finalement, il y a des identités. Il y a forcément des choses qui nous relient tous. On a des identités aussi qui sont exceptionnelles et qui sont particulières pour chacun de nos territoires. Les musiques préférées de Côte d'Ivoire ne sont pas celles forcément de l'Afrique du Sud, du Nigeria ou de la Caraïbe ou de l'océan Indien. Et donc, je voulais qu'on ait en même temps cet ancrage très local et puis ensuite cette passerelle, ce pont, ce bridge, ce lien qu'on pouvait organiser entre toutes ces communautés qui ont toutes ces mêmes origines africaines, mais qui parfois se connaissent pas très très bien. Ouais. Donc c'est ce qu'on est en train de construire avec l'ensemble du groupe Trace, aussi bien avec des chaînes de télévision qu'avec les plateformes digitales, les radios, toutes les plateformes qu'on fait. Quand on a fait les Trace Awards l'année dernière, il y avait des artistes non seulement du continent, mais également de la Caraïbe, de l'océan Indien, du Brésil. Voilà, on a essayé de réunir toutes ces différentes identités, mais qui sont autour finalement des mêmes origines, autour de la Trace. Du coup, j'avais aussi lu dans ces premières années, au moment où vous rachetez MCM. Donc vous rachetez MCM, si je me trompe pas, au groupe Lagardère. Ouais. C'est ça. Et pendant un moment, de ce que j'ai compris, c'était compliqué, la gestion, la cohabitation. Compliqué, tu es gentil, c'était la guerre. Kaï, là tu viens de résumer Kaï. Il est très gentil, pour ne pas dire, il fait beaucoup d'euphémismes. Ouais. Non, en fait, ce qui s'est passé, on n'a pas racheté MCM, on a racheté MCM Africa. Oui. Qui était une filiale MCM, qui était leur chaîne africaine qui perdait beaucoup d'argent parce qu'ils n'avaient pas très bien compris effectivement ce marché. Et finalement, quand ils ont vu ce qu'on allait faire, je pense qu'ils ont eu peur. Ils se sont rendus compte qu'on allait concurrencer MCM, leur grande chaîne qui était la première chaîne musicale française à l'époque. Et donc, pour des raisons financières, le groupe Lagardère a voulu rester actionnaire minoritaire au début de MCM Africa, qui est devenu Trace. Et donc, on avait un actionnaire qui nous voyait plus comme un concurrent que comme un partenaire. Et donc, ils ont tout fait pour tuer. Et donc, ça a été la guerre. Et ça s'est terminé par le fait qu'on a sorti du capital le groupe Lagardère et que le jour où ils sont partis, on a réellement pu commencer à développer Trace. Mais entre-temps, on avait perdu 2 ans et pas mal d'argent. Waouh, ça a mis 2 ans. Ah ouais, parce que les gens n'en parlent pas de ce côté. Quand tu lèves des fonds, par contre, après, il faut gérer les investisseurs, il faut gérer... Ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas assez... nous, on essaie d'avoir des retours comme ça, mais c'est vrai qu'en coulisses, on entend parfois des levées ou des associations qui ne se passent pas forcément mal dans la gestion. Moi, j'ai appris que récemment qu'il était possible de se retrouver dans des cas où tu lèves des fonds, tu as un nouveau majoritaire, mais qui n'a pas le même objectif que toi et donc qui peut être là pour te saboter. Enfin, ça m'a frappé, mais en même temps, quand la personne m'a expliqué le cheminement, je me suis dit, ah oui, ça fait sens en fait. Ça fait sens. Parfois, même, je sais pas, le majoritaire ne veut pas forcément que tu fasses de la croissance. Enfin, il y a tout ce genre de choses où les gens doivent vraiment aller au-delà des grands titres parce qu'eux, ils voient juste quelle chance, il a commencé aux côtés de Lagardère. C'est ce qu'ils se disent. Tu vois? Alors que... Ouais, parce qu'il y a très peu d'articles de presse sur ça après. Hein, donc, c'est intéressant que toi, tu puisses nous dire... Parce que, d'abord, il faut savoir qu'on n'a pas encore raconté dans le détail toutes ces histoires. En quelques années, j'aurais peut-être ma retraite si je suis vraiment fatigué. J'écrirai peut-être tout ça. Mais c'est vrai que dans l'histoire, ce qu'on appelle les equity stories, l'histoire capitalistique des entreprises, c'est rarement, la réalité est rarement celle qu'on lit dans la presse. Très vrai. Rarement. Et c'est en fait assez exceptionnel d'avoir des alignements et que tout se passe bien. Il y a toujours des moments où ça se passe pas très bien. Et c'est dans ces moments d'ailleurs qu'on apprend beaucoup. Et nous, avec Trace, on a connu, je pense, toutes les phases, des phases très difficiles. Et j'en ai parlé quand on a démarré l'entreprise. Et pour aller jusqu'au bout de l'explication, on a dû faire ce qu'on appelle en anglais un wash-out, c'est-à-dire une réduction de capital, où le capital, après 2 ans, a été réduit à 0 parce qu'on avait fait des pertes. Et ensuite, il a fallu reconvaincre des actionnaires, soit existants, soit nouveaux,
de remettre de l'argent pour continuer à bâtir ce qu'on avait voulu bâtir, mais qu'on n'avait pas pu faire pendant les 2 premières années. Donc ça n'a pas été simple, parce que quand vous venez de vous planter, parce qu'on s'est planté, alors c'est pas trop responsable, mais bon, on s'est quand même planté, et expliquer aux gens, tout ce qu'on vous avait dit, on était les meilleurs, on était capable de le faire, faites-nous confiance une deuxième fois, c'est pas toujours évident. Mais heureusement, et c'est là que c'est très important d'avoir une très bonne communication avec ses actionnaires, notamment quand ce sont des grands actionnaires financiers. Ils avaient pu suivre tout le parcours, tout le cheminement de la guerre avec, à l'époque, le groupe Lagardère, et ils avaient compris pourquoi et comment on en était arrivé là. Et surtout, ils avaient aussi la chance d'avoir les moyens financiers de continuer à nous accompagner pour continuer en fait à lancer et à développer le projet tel que je l'avais défini initialement. C'est passionnant ce que tu dis là, parce que je pense que techniquement, très peu de gens ont l'occasion de découvrir qu'on peut faire des wash-out, qu'on peut ensuite reconnaître ça, parce que c'est vraiment, là, tu rentres vraiment dans le monde magique, ou obscur, que les gens évoquent. Mais ça, c'est technique. C'est technique, c'est vrai en public. Alors là, j'ai compris que votre blog, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'entreprise, donc c'est pour ça que on rentre un petit peu dans la technicité. C'est super intéressant. Normalement, je raconte rarement ce genre de passage, parce que c'était un des moments de la vie de l'entreprise, mais je pense que c'est intéressant aussi de le partager. Donc c'est intéressant que d'autres qui voient qu'en fait, il y a ces scénarios qui arrivent, mais qu'on peut survivre, parce que je pense que Trace, vous êtes quand même l'incarnation de la résilience pour moi, parce que vous avez vraiment traversé les époques. Vous avez traversé les époques, les changements, et comme tu dis, une equity story pleine de rebondissements left and right. Et est-ce que tu dirais que ce moment-là, pour toi, c'était le plus dur, ou est-ce que tu as eu des moments que tu trouves encore plus durs après? Ça a été un moment dur. Il y a eu des moments durs pendant le Covid, par exemple. On a perdu une partie de notre business. Ah bon? Je savais pas. Oui, parce que même si les gens regardaient plus la télévision, les annonceurs publicitaires avaient arrêté beaucoup leurs investissements parce que les gens allaient acheter des produits et des services dans les magasins, par exemple. Donc, et toute la partie également événementielle s'est arrêtée, en tout cas une grande partie. Donc voilà, on a perdu 5 ou 6 millions d'euros pendant le Covid. Donc, c'est jamais agréable. Donc, tu as utilisé le mot résilience tout à l'heure. C'est vrai que c'est un mot qui nous caractérise bien. Et maintenant, on est nous aussi en pleine phase de transformation, mais plutôt que de transformation, j'ai presque envie de dire, on doit apprendre à devenir une entreprise transformative. C'est-à-dire que je pense que la transformation, c'est quelque chose qui doit être maintenant dans l'ADN des structures. Parce que finalement, que ce soit les technologies, que ce soit les marchés, que ce soit les modes de consommation, les modes de paiement, les géographies, il faut avoir cette souplesse, cette flexibilité, cette adaptabilité pour saisir, comprendre et continuer à se développer. Donc voilà. Et il faut accepter qu'il puisse y avoir des hauts et des bas dans la vie d'une entreprise. Il est très rare que des entreprises soient en croissance à 2 chiffres toute leur vie. Il y a des moments, il faut savoir parfois aussi mettre les choses un peu sur pause, parce que même la croissance peut coûter très cher. Ça dépend quel type de croissance on a. Donc tout ça, on l'apprend, même si j'ai eu la chance d'avoir fait une école de commerce et d'avoir un peu de background de management, de gestion. Il y a des choses qu'il faut vraiment vivre pour les comprendre. Et une fois qu'on les a comprises, effectivement, ça aide à être plus fort pour se projeter dans l'avenir. Ça serait intéressant que tu nous dises justement comment tu t'es entouré au fur et à mesure, justement, pour avoir cette résilience, pour être dans le coup toutes ces années. Mais juste, je voudrais encore revenir sur la période du démarrage, parce qu'il y a une question. Alors, je pose autant de questions aussi sur ce démarrage parce que ce qu'il faut savoir, moi, je dis que j'ai une agence de communication digitale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé en faisant un média. Mais au bout de 2 ans, j'ai bifurqué vers l'agence. C'est ça. Tu vois, j'ai bifurqué. On a maintenu aussi le média pendant un moment avec ce grand rêve de faire le YouTube africain, etc. Et après, je me suis rendu compte que notre passion, c'était créer du contenu. Donc, on est parti sur le brand content à fond pour avoir un business model viable. Et donc, souvent, quand tu dois rencontrer tellement aussi des gens qui disent j'ai cette idée de média, j'ai lancé mon média, etc. Et je vois en fait, moi, les médias comme quelque chose
d'énergivore, de quelque chose d'ingrat. Je prends souvent l'exemple, j'ai toujours ce souvenir où un dimanche, j'étais comme ça, tranquillement chez moi, puis on apprend que Papa Wemba est mort. Ben, tu dois arrêter tout ce que tu fais parce que sinon t'es pas pertinent, quoi. Ouais. T'es pas relevant. Donc, tout ça pour dire que c'est beaucoup d'énergie. C'est pas un secteur qui a la réputation de générer beaucoup de revenus. Donc, ce qui m'intéresse, c'est au moment de convaincre ce type d'investisseurs, sur quel KPI vous basez. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un côté, le fait que tu vois grand et qu'il y a finalement une possibilité de forte influence qui rentre en jeu, ou c'est vraiment uniquement basé sur des métriques financières? Wow. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. D'abord, je voudrais confirmer ce que tu as dit sur le fait que c'est très dur dans le monde des médias, parce qu'il y a peu d'entreprises qui demandent de se renouveler tous les jours. Tous les jours, on doit refaire la programmation de nos chaînes de télévision, de nos radios. Et quand on en a des dizaines, c'est énormément de boulot. Donc, ça demande de la créativité, en même temps de la discipline, de la rigueur, être connecté sur le terrain, comprendre les tendances. Voilà, donc c'est effectivement très dur. Et si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas y réussir. Ce qui me permet d'ailleurs de répondre indirectement à une de tes questions sur comment je fais pour m'entourer. Je crois que la dimension passion a toujours été une dimension essentielle dans le choix des gens qui m'ont rejoint. Une deuxième dimension, c'est une dimension d'expertise, de technicité, parce que on demande des gens qui ont un savoir-faire particulier, que ce soit pour la programmation, du commercial, du digital, de la finance. Et voilà, donc chaque personne doit amener une vraie valeur. Et puis surtout, la capacité de travailler en équipe. Et là, je le dis très clairement, même si on voit souvent le capitaine de l'équipe et qu'on nous met, nous, en avant, on ne serait rien sans l'équipe avec laquelle on arrive à construire, à bâtir, à développer tout ce qu'on fait. Et il y a cette notion aussi de collaboration, d'intelligence collective qui me semble assez essentielle et sans laquelle, en tous les cas, j'aurais jamais pu créer ce qui est devenu aujourd'hui le groupe Trace. Donc, pour revenir au KPI, donc les Key Performance Indicators, pour les gens qui savent pas ce que veut dire cet acronyme, et comment on arrive à réussir à convaincre des investisseurs de nous accompagner dans une aventure dans le monde des médias qui, tu l'as dit fort bien, n'est pas réputé pour être le monde qui est le plus rentable. Ouais. Mais c'est vrai que nous, la vision qu'on avait, c'est de dire, ce qu'on fait, en fait, ce sont pas des médias. Ce sont des médias qui sont médiateurs. C'est une plateforme qui va rassembler une communauté et qui va nous permettre non seulement d'être rentable sur son activité intrinsèque de médias, financée par des abonnements, par de la publicité, mais qui va nous permettre aussi de développer des business, des activités qui sont proches de ces médias et que les médias permettent d'accélérer avec une puissance et une capacité à aller adresser des publics dans beaucoup de pays différents. Et c'est vrai que quand on a à peu près 350 millions de personnes dans le monde qui nous regardent régulièrement, que ce soit à travers nos chaînes de télévision, nos réseaux sociaux, nos radios, nos plateformes digitales, eh bien, c'est une formidable force quand on veut, par exemple, lancer Trace Academia, notre plateforme de e-learning, quand on veut lancer notre plateforme de distribution musicale. Voilà, donc, quand on veut lancer des awards, quand on veut faire de la production. Et aujourd'hui, eh bien, cette plateforme média qui est rentable nous permet de développer des nouveaux business et sur lesquels on n'a pas un coût marketing extraordinaire puisqu'on a déjà financé les médias. Donc, c'est en fait un cercle vertueux que nous avons créé autour de nos médias, autour de la marque Trace. Et aujourd'hui, on pense que dans les 5-6 ans qui viennent, notre pôle média ne va même pas représenter un tiers de notre chiffre d'affaires. Parce que ce sont les plateformes, c'est le contenu, c'est toute la dimension servicielle qui est moins connue du grand public, mais qui a aujourd'hui une très forte croissance. Okay. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ce que tu appelles un exemple sur l'aspect serviciel? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a lancé une plateforme qui s'appelle JTV Digital, mais qui va bientôt changer de nom, qui va s'appeler Trace for Artists, dans laquelle on a 25 000 artistes qui nous confient leur musique
Ah, pour distribuer. Ah oui. Sur tout ce qu'on la distribution. Les DSP, les plateformes comme Spotify, Deezer, Amazon ou autres Apple Music. Donc voilà, là, on a déjà 25 000 artistes et on n'a même pas encore mis toute la puissance de notre plateforme média derrière cette nouvelle activité. On est également en train de lancer une activité de gestion de droits musicaux. Vous savez que sur le continent africain, aujourd'hui, peu de pays arrivent à collecter correctement les droits musicaux, les droits d'auteur, les droits des compositeurs, les droits voisins pour l'exploitation commerciale de la musique des artistes africains. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu les investissements technologiques, il n'y a pas les structures, il n'y a pas l'organisation qui permet de bien le faire. C'est un business de plusieurs dizaines de milliards dans le monde et l'année dernière, il y a moins de 70 millions de dollars sur l'ensemble du continent africain qui ont été collectés. Et on estime le potentiel de ce marché à peu près à 2 milliards de dollars sur le continent africain. Et donc là, nous, on a décidé de développer, d'investir dans les plateformes qui sont en fait des fintech avec tout un écosystème technologique et lié à la musique pour pouvoir faire ce que vous connaissez peut-être. En Côte d'Ivoire, il y a le Burida qui est ce qu'on appelle un CMO, un Collective Management Organization, qui gère ses droits. Mais le Burida aurait aimé avoir peut-être plus de moyens technologiques pour bien faire son boulot. C'est ce qu'on est en train de déployer. D'abord sur les RDC, et là on va certainement signer sur le Nigeria, la Tanzanie, le Cameroun. Et voilà. Et l'idée, c'est qu'on veut multiplier par 10, par 50 les droits musicaux qui sont reversés aux artistes pour qu'on se retrouve pas dans cette situation où quand un grand artiste africain meurt, sa famille est obligée d'aller voir le gouvernement pour payer ses obsèques et arriver effectivement à faire en sorte que ses ayants droit, sa famille puissent continuer à vivre un petit peu de tout le travail de cet artiste. Donc je dis ça parce que c'est vraiment un vrai drame pour les artistes africains. Il n'y en a qu'une très petite minorité qui arrive à vraiment vivre de leur musique, et alors qu'ils ont un talent extraordinaire, que leur musique est consommée partout. Et donc, on va essayer d'amener une solution à ce problème. Et ça fait partie effectivement des axes de développement du groupe Trace. Super. Intéressant. Je crois que Asafo fait quelque chose de similaire. Oui, Asafo nous a parlé de ça aussi. Il est très engagé sur le sujet des droits musicaux. Mais ok. Exactement similaire, mais effectivement, en tous les cas, on partage la même vision qu'il faut essayer d'amener des solutions à ce manque de collecte, de reconnaissance et de redistribution de ces droits. Ouais, mais c'est ce que tu as dit. Tu as utilisé le terme problème-solution. En fait, oui, donc dans le serviciel, là, maintenant, on comprend bien. Aujourd'hui, vous avez le véhicule média que tout le monde voit, mais derrière, c'est utiliser cet impact, cette influence pour régler des problèmes à grande échelle. Et donc, c'est ce qui contribue à la croissance, en fait, présente et future du groupe, quoi. Okay. Exactement. Super. Bon résumé. Super. Donc, du coup, on va quitter un peu 2003. On est resté bloqué. Longtemps sur les débuts. On est resté longtemps bloqué. Et donc, les années passent. Très rapidement, il y a, je sais pas à quel point toi tu es impliqué dans l'opérationnel, parce qu'il y a le phénomène Trace qui se développe, c'est-à-dire que les artistes veulent être sur Trace. Moi qui connais aussi certains artistes, ils disent Trace veut pas me passer. Et puis il y avait même à un moment donné, pour avoir été très proche de certains artistes, ils disaient que si tu veux pouvoir être booké dans des festivals, il faut absolument être sur Trace, parce que les bookers des festivals se disent que s'il est sur Trace, j'ai une certaine audience qui la connaît, donc du coup, je peux les booker. Donc, comment est-ce que je suppose que tu es conscient de ça, et je me demande en fait à quel point toi, ça t'impacte en tant que CEO, en fait. Alors, d'abord, non seulement on est conscient de ça, mais on a travaillé pour ça. Quand on travaille pour l'entreprise, on a envie qu'elle ait de l'impact, on a envie qu'elle ait un poids effectivement sur le marché dans lequel elle évolue. Et c'est vrai que la vision qu'on a eue et la qualité de l'exécution sur... Tu sais, quand on a commencé notre première chaîne en récupérant MCM Africa, tout le monde me disait de toute façon, tu n'auras jamais assez de clips de bonne qualité pour arriver à faire une chaîne de télévision qui tienne la route. Oui, et nous, on a dit... Nous, on pense qu'il est possible de faire des clips de bonne qualité en Afrique. Ça a pris quelques années, mais aujourd'hui, on n'a pas à rougir par rapport au reste du monde. Et les clips africains
sont tout à fait au niveau de ce qui peut se faire n'importe où dans le monde. Donc, nous, on voulait avoir cet impact, on voulait être important dans la vie des artistes, on voulait être important dans la vie des utilisateurs, des fans de musique, et donc on a réussi et on a fait ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est vrai que on a été accompagné par des partenaires comme Canal+, on a été accompagné par des partenaires sur l'Afrique anglophone comme MultiChoice. On a près de 200 grands distributeurs qui amènent nos chaînes de télévision dans les foyers du monde entier. Et donc, ça a été aussi tout un travail collaboratif avec eux, puisqu'il a fallu aller faire des deals en Chine, aller faire des deals au Moyen-Orient, en Inde. Voilà, à un moment, moi, je prenais l'avion pour aller dans n'importe quel petit salon. On avait peut-être une chance. Une fois, je suis parti. Je me suis retrouvé en Bolivie pour faire des deals, voilà, pour lancer une chaîne Transport Star en Amérique latine. Et voilà, je crois qu'on allait quasiment dans le monde entier pour essayer de distribuer nos chaînes de télévision, pour avoir cet impact dont on parlait, pour aussi amener notre culture afro-urbaine, afro-caribéenne, pour l'amener partout dans le monde, parce que je trouve que le discours, les sons, les rythmes portés par nos artistes méritent d'être connus, écoutés, appréciés partout dans le monde. Les bons plans, c'est le mois des bons plans, mon gars. Oui, et surtout le mois où il faut à la fois faire des cadeaux, mais en même temps, on a aussi envie un peu de profiter des fêtes pour toi. Toi, t'aimes bien faire les cadeaux en plus. Ouais, bah c'est la meilleure saison pour montrer que tu connais les gens et que tu leur as apporté quelque chose. Et moi, j'aime bien offrir des livres en plus. Ah mais ouais. bon, mais tu Abidjan, Abidjan. C'est plus Amazon. Oui, moi je suis un gars d'Amazon, tu sais, c'est ça qui est efficace en vrai. Mais c'est vrai qu'Amazon, maintenant t'as Cartine par exemple. Ah, c'est vrai que ça, c'est le truc, je pense, qui vraiment va rendre la vie à Abidjan encore meilleure. Parce qu'en vrai, c'était l'un des plus gros problèmes. C'est à quel point ça met longtemps ou c'est galère pour passer par Amazon. Ouais. T'as plusieurs prestats qui t'amènent des trucs. Là, tu peux recevoir des trucs, des objets tech, des livres. Cartine, c'est vraiment le partenaire officiel d'Amazon. Oui. Tu vois, et donc, quand tu installes juste le plugin, tu te mets sur Amazon, tu dis que tu es en Côte d'Ivoire, il te balance le truc, quoi. Et directement, donc en plus, c'est intégré. Donc, tu n'as même pas à faire appel à un autre livreur qui va trucs. Tu envoies l'adresse de trucs. Ouais. C'est direct, quoi. Complètement intégré. Donc, franchement, j'avoue, c'est un bon deal. Et je pense quand même qu'on peut offrir ça à notre il y a audience. un petit truc. Faut donner un petit truc à nos gens quand même. On peut pas leur parler de Cartine et puis ça s'arrête là. Non, franchement, c'est vrai qu'on est super heureux d'avoir Cartine parce que nous, on est des gros consommateurs, effectivement. D'Amazon. De tout ce qui est livre d'Amazon. Donc, de pouvoir emmener ces objets ici, c'est top. Et on a pu effectivement obtenir un petit code, code promo. Premier cadeau de Noël, cadeau comme ça. Vous avez vu ça où SOA 10. Et ça vous fait 10% de réduction. Donc, si vous l'utilisez avant la fin de l'année. Oui. Donc, franchement, c'est cool parce que le catalogue... Enfin, bon, on va pas faire... C'est Amazon. Si on devait parler du catalogue d'Amazon... Non, c'est pas la peine de vendre le truc. Le point, c'est de dire, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou connaissent des gens en Côte d'Ivoire qui se posent des questions pour commander Amazon, juste passer leur le bon plan. Moins 10%, c'est easy. Le but pour nous, c'est de se dire, OK, c'est les fêtes. Qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'on peut offrir aussi à la communauté qui nous écoute. Exactement. Donc, merci de nous écouter encore toute cette année. On espère que vous serez encore là. Donc, et j'attends mon cadeau. T'inquiète, on se tient au jus. OK. Profitez de votre épisode. Et soit 10. Bon épisode à vous. Ciao. Non, je regarde les questions. Et j'imagine qu'en plus, parce que pour vivre la même chose, je sais que ce que Caïd décrit, nous, chez Africrea, c'est la même plainte. C'est que je pense que vous avez le cas où, en fait, vous suivez la demande. Et en fait, l'offre se plaint des fois, ils vous prennent un peu comme bouc émissaire quand ils n'arrivent pas à avoir la demande. C'est-à-dire que nous, on a toujours des gens qui se plaignent de dire « Ah, mais Africrea, vous mettez toujours en avant les mêmes créateurs. » Je sais, mais c'est ceux qui font le contenu qui plaît aux gens. C'est pas que nous, on veut plus cela soit mis en avant. Je sais pas si c'est la même chose que vous vivez derrière avec les artistes, en fait. Et alors, là, ça me permet peut-être d'expliquer quelque chose sur comment on fabrique une chaîne musicale. Ouais. En fait, cette semaine, on fait ce qu'on appelle on a une réunion éditoriale pour choisir les titres qu'on va rentrer en playlist. Et chaque semaine, suivant les chaînes, on va rentrer entre 10 et 30 titres maximum. Parfois, on a 600 demandes. Ouais. Et on doit faire le choix de 30 titres. Donc, on va dire 470 fois non à des artistes, à des managers, à des labels. Donc, c'est très difficile, mais on n'a pas le choix parce que c'est le format qui veut ça.
et qu'on ne peut pas avoir plusieurs centaines de titres alors qu'une playlist, voilà, un nombre de titres restreint. Je ne vais pas vous donner toutes les recettes de notre programmation, mais donc il y a cette réalité. Alors aujourd'hui, heureusement qu'il y a les plateformes digitales sur lesquelles il n'y a pas de barrière à l'entrée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, dans le monde entier, il y a à peu près 120 000 titres qui sont sortis tous les jours. Donc, tous les jours, il y a 120 000 titres nouveaux qu'on va retrouver sur les plateformes digitales dans le monde. Et donc, la grande question, c'est comment exister, comment faire la différence au milieu de cette profusion de sons. Et c'est vrai que nous, notre travail, c'est beaucoup un travail de ce qu'on appelle de la curation. Donc, filtrer, regarder, écouter beaucoup de choses et choisir ce qui nous semble avoir le plus de sens par rapport au goût de nos publics. Et on a aussi un mapping, en fait, un profiling de nos publics. Est-ce que ce sont plutôt des 15-34 ans dans ce pays-là? Est-ce que c'était plutôt des plus de 25 ans, des 15-49? Bref, à chaque fois, on va se poser la question, parce qu'on est dans un marché, donc ça veut dire qu'on est dans une approche marketing, avec une segmentation des audiences, et on veut pouvoir permettre à nos fans d'avoir des contenus qu'ils vont apprécier. Donc, et quand on fait ce travail-là, eh bien, on peut pas dire oui à tout le monde. Donc, on se fait forcément des ennemis, et c'est normal. Tu es quelques-uns de tes amis artistes qui te disent, c'est pas des gens cool, les gens traces, et là, je suis gentil en termes de mots. Et, même euphémisme. J'aime bien. Il faut accepter de diffuser mon clip. Et lui, il dit, c'est scandaleux. Bref, voilà. Donc, mais c'est la vie. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on est en train de lancer une nouvelle plateforme, et là, je vous donne une exclusivité mondiale, qui s'appelle Trace Plus, qui va vraiment être lancée la semaine prochaine, et qui sera disponible sur tous les stores, également qui sera disponible en Smart TV et sur le web, et sur laquelle vous pourrez retrouver toutes nos chaînes de télévision, les 26 chaînes de télévision, une centaine de radios. Mais surtout, les artistes pourront également nous envoyer de leurs titres. Et là, on aura beaucoup moins de limitations que celles qu'on a sur des chaînes de télévision, puisque à la demande, comme un peu sur YouTube, on pourra retrouver un nombre quasiment illimité de clips. Donc, ouais. Alors, ça ouvre la porte sur le sujet, tu en as déjà parlé avec la partie service sur la diversification. Parce que, en fait, moi, alors sans suivre chacune des innovations, mais étant dans le secteur de la communication, du digital, des médias, je vois quand même passer pas mal d'éléments. Et alors, tu m'arrêteras si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est la culture de on teste très rapidement et c'est pas grave. Si ça marche pas, on tue le truc. Si ça marche bien, on continue. Parce que en fait, j'ai vraiment le sentiment que vous avez vous laissez pas passer des opportunités d'innover, peu importe le résultat, parce que je me souviens, même on avait été contacté pour une campagne c'était je crois le lancement d'un téléphone, il y a eu lancement de plusieurs applications, il y a eu même avant le digital, il y avait parfois des émissions qui étaient lancées où on rencontrait peut-être des je crois qu'à un moment, il y avait beaucoup de trucs avec des footeux. Et puis, en fait, il y a plusieurs éléments comme ça qui sont lancés très rapidement. Est-ce que ça fait partie de la culture de l'entreprise finalement et en fait, comment est-ce que tu mesures finalement si ces projets ont le succès que tu souhaites? Oui, alors c'est vrai que la dimension innovation fait partie de l'ADN de Trace. On a quelques grandes valeurs, le respect, l'authenticité, la passion, l'innovation et l'excellence. Donc, ça fait vraiment partie des 5 grandes valeurs du groupe. Oui, on a lancé parfois des choses qui n'ont pas eu le succès escompté. Je prends l'exemple effectivement du téléphone portable Trace One. On a lancé. C'est ça. Et finalement, on s'est rendu compte très vite que ça serait très, très compliqué d'être meilleur que Samsung, que Huawei, que LG, que Apple, et que la course à l'innovation permanente dans ce secteur de la téléphonie était une course qui demandait une taille qu'on n'aurait pas eu. Et donc on en a vendu pas mal et les gens étaient plutôt contents, c'était sympa, mais clairement c'est pas un business sur lequel on allait pouvoir faire la différence. Et moi j'aime bien faire des choses sur lesquelles on amène une vraie valeur ajoutée, une vraie différenciation. Je cite souvent cette phrase de Warren Buffett, qui, comme vous le savez tous, est un milliardaire qui a connu un succès absolument extraordinaire aux États-Unis.
il dit que if you don't have a competitive advantage, do not compete. Si vous n'avez pas un avantage compétitif, c'est pas la peine d'être dans la compétition. Donc je crois que c'est très important. Donc à certains moments, on a pensé que la marque, les contenus, on allait pouvoir faire la différence, mais finalement ça ne suffit pas, parce que finalement quand les gens achètent leur téléphone portable, eh bien, ils veulent absolument avoir des features, une technologie qui est absolument exceptionnelle, et on pouvait pas, nous, être compétitifs vis-à-vis des grands acteurs du marché. Donc, on a préféré arrêter ce projet, mais ça nous a appris beaucoup de choses et ça nous a permis de mieux comprendre l'univers de la téléphonie mobile, puisque là aussi, vous le savez, une grande partie de nos publics, aujourd'hui, consomment du contenu à partir de son téléphone portable. Donc, c'est important de comprendre cet écosystème. Et comme disait Mandela, on ne perd rien à essayer, mais on apprend toujours. Et finalement, on n'échoue quasiment jamais. On est toujours sur une phase d'apprentissage. Donc, on essaie de positiver ce qu'on pourrait être perçu comme un échec en termes de business, quand vous lancez un produit et que vous êtes obligé de l'arrêter. Et donc, c'est important que ça plombe pas trop votre société au niveau financier, parce que sinon, là, c'est quand même mais c'est ça la question. Un peu problématique. Mais voilà, donc il y a eu plusieurs exemples comme ça au cours des 21 dernières années, où on a lancé des choses qu'on a dû arrêter pour... Alors, parfois, on a lancé aussi des choses dans certains marchés, ça n'a pas marché sur certains marchés, puis ça a marché sur d'autres. Oui. Par exemple, les footeux, c'était pour une chaîne qui s'appelle Transport Star, et qui aujourd'hui est diffusée dans à peu près 80 pays dans le monde, et qui est une de nos chaînes les plus rentables, qui cartonne. Mais c'est vrai que en Afrique, elle n'a pas rencontré le succès escompté, parce que les gens en Afrique attendent les compétitions, le live, les compétitions sportives. On n'avait pas les moyens financiers d'acheter ces compétitions. On n'a pas voulu aller sur ce marché des droits sportifs sur lesquels il y a de grands acteurs, notamment Canal+ ou MultiChoice, qui sont en même temps nos clients. On ne voulait pas les concurrencer sur ce marché. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on appelle le behind the scene, tout ce qu'il y a avant et après les compétitions, et sur la vie des sportifs, sur leurs passions, leurs engagements. Et voilà, donc cette chaîne marche très bien en Amérique latine, elle marche très bien en Europe de l'Est, elle marche très bien au Moyen-Orient, mais elle n'a pas rencontré de succès prévu en Afrique. En tous les cas, elle sera présente aussi sur l'application Trace+. Donc, parfait, pour les fans, vous pouvez en retrouver. Mais c'est intéressant, du coup, même là, quand tu décris, alors, tu as dit quelque chose qui m'a un peu interpellé. Tu as dit Canal+ et MultiChoice sont des clients. C'est intéressant parce que du coup, ils vous payent quelque chose. Je pensais que c'était vos distributeurs. C'est intéressant, je ne connais pas du tout ce modèle. Ce sont nos distributeurs et clients. Effectivement, le modèle économique avec eux, c'est que quand Canal vend un abonnement à un client en Côte d'Ivoire, ce client lui paye un montant tous les mois, et Canal va utiliser cet argent pour payer les contenus qui vont être distribués sur les chaînes proposées, que ce soit des chaînes Canal ou des chaînes de parties tierces comme nous. Donc voilà, cet argent est réparti entre les différents acteurs, entre les différents fournisseurs de services, de contenus, de chaînes de télévision. Je savais pas, parce que je pensais que c'était que vous. Je pensais que c'était plutôt vous qui payez pour être disponible chez eux. Mais en fait, c'est plus eux qui vous payent pour... La réalité quand même du marché, notamment dans beaucoup de pays africains, c'est que la publicité ne suffit pas pour financer des chaînes thématiques. Donc c'est important d'avoir un modèle économique qui s'appuie sur deux leviers. Le levier de la distribution, des abonnements, et le levier aussi des marques et de la publicité. Mais alors, il y a certaines chaînes qui ont besoin et qui ont un modèle économique particulier, qui peuvent aussi décider de peut-être payer des distributeurs pour être présents sur les plateformes et avoir accès à des millions de personnes. Mais nous, il faut savoir que ça coûte cher de fabriquer des chaînes comme les nôtres, parce bien sûr. Il y a tout le travail de programmation, de broadcast, de diffusion, de droits musicaux et de marketing. Donc voilà, mais on reste des chaînes qui sont quand même très abordables par rapport à des chaînes de cinéma ou à des chaînes de retransmission sportive, par exemple. Donc en fait, ce que tu décris, c'est que... Mais ça, c'est quelque chose que vous avez dû négocier, j'imagine. C'est quand en fait, c'est pas quelque chose que vous avez eu dès le début, j'imagine pas qu'ils vous ont donné ça... Ce sont des négociations ardues, ce sont des négociations... Oui, c'est ça, parce que tu le décris d'une façon très simple, mais je sens qu'il y a dû y avoir quand même un combat pour arriver à ça. Parfois, ça prend des années. Ça, personne n'en parle du coup non plus. Pareil, là, tu décris quelque chose que je pense qui est fondamental dans le business model dont personne ne parle. Oui, non, mais absolument. Et c'est vrai que
tout à l'heure, pour revenir au début de Trace, l'une des raisons pour lesquelles on a acheté la chaîne MCM Africa, c'est qu'elle avait déjà quelques contrats de distribution. Et on nous a dit, si vous ne rachetez pas cette chaîne, vous ne pourrez jamais rentrer sur certaines plateformes. Wow. Pour vous montrer à quel point la distribution est clé dans l'écosystème d'une chaîne de télévision sur l'univers des chaînes thématiques. Et ça coûtait des millions. Est-ce que tu te souviens à l'époque combien ça coûtait? Moi, ça m'intrigue toujours. Je me dis, parce que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais à l'époque, ça représentait combien ce type d'investissement? Parce que je me demande toujours comment les gens font pour mesurer ça, en fait. Comment vous pricez? C'est difficile à valoriser, je pense, ce genre de choses. Tes contrats, Alors, d'abord, il y a des gens qui te disent que la valeur d'une chaîne de télévision, c'est la somme de toutes les pertes qu'il a pu avoir. Ça, c'est génial. Ça, je pense que ça, c'est la meilleure. Ah, si c'est ça, je comprends. Le patron d'MCM Africa qui m'avait dit ça quand on discutait pour le prix de rachat d'MCM Africa. Et qui t'a dit ça? Ah ouais, mais c'est ça, oui, ben, évidemment. Waouh. Il m'a dit, voilà, moi, pour tenir, j'ai dû supporter tant de pertes. Si tu veux acheter mon actif, ben, il faut que tu me rembourses de mes pertes. Damn! Waouh! Non, mais ça, c'est pas possible. J'imagine que c'est pas la même. On n'est pas du tout dans des approches traditionnelles. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, ouais. En fait, il y a ce caractère, parfois unique de certains actifs que tu peux pas répliquer. Ouais. Si quelqu'un, par exemple, peut aujourd'hui monter la même chose que nous, je crois que c'est même pas un problème d'argent, il pourrait pas. Parce qu'on a pris des positions sur des plateformes que ne pourrait pas avoir, même en payant très cher. Donc, voilà, donc il y a, et c'est aussi un peu la magie des médias. Ils sont compliqués, on le rappelait tout à l'heure, mais qui ont en fait un pouvoir d'influence, le fameux soft power aussi, qui est en fait un peu immatériel et difficile à quantifier, mais qui est pourtant réel. Donc oui, donc il peut se traduire en espèce sonnante et trébuchante, ce que tu es en train de décrire. Parce que moi, je pensais que c'était, dans des négociations en termes de points d'entrée ou éléments supplémentaires, mais là, tu décris en fait derrière une structuration du modèle de distribution qui est... Ah oui, c'est passionnant, effectivement. Je peux comprendre du coup que oui, toutes ces années ne soient pas en vain, en fait. Quand plus vous restez longtemps, plus vous avez du pouvoir, en fait, derrière aussi. Absolument. Et c'est vrai que il y a cet écosystème qu'on a créé autour de Trace, où on contribue en fait à faire vivre aussi beaucoup de personnes, que ce soit des sociétés de production, des agences de publicité, des agences de communication, des artistes, des gens dans l'événementiel. Donc c'est vrai que on a pris une position dans un marché qui est une position importante. On n'est pas les seuls, heureusement, mais en tous les cas, on est un fort contributeur au développement des industries créatives en Afrique, également à partir des cultures afrocentriques dans le reste du monde. Et du coup, moi, j'ai juste une question. Après toutes ces 20 années, du coup, parce que j'ai vu qu'en plus, Trace, vous avez une equity story vraiment où il y a eu plusieurs entrées, sorties d'investisseurs à différents niveaux de tout type. Ma grande question, c'est pour toi, mais pourquoi t'es resté avec tout ça? Parce que je pense que tu aurais pu sortir plusieurs fois dans tout ça. Si mes sources sont bonnes, on a 2002, 2010, 2012... 2014, 2018. J'ai vu que c'est passé de Modern Times Africa, de Modern Times après TPG. Un expert. Non, mais voilà, en fait, quand je te dis t'es une légende pour nous, c'est parce qu'en fait, quand je vois tout ce que tu as fait, enfin, à chaque étape, je peux imaginer d'autres qui ont abandonné. La notification sur Jeune Afrique. Voilà. Trace fait ça, Trace fait ci, Trace fait ça. Donc, nous, on était jeunes. Donc, on regardait en se disant, mais comment ils font? Mais c'est vraiment une question que je me pose vraiment. Comment tu faisais et pourquoi continuer avec à chacune de ces étapes? Si on doit mettre un chiffre, Moulay, je sais pas si tu as le chiffre. En cumulé, ça fait combien en levée de fonds? En levée de fonds, je sais pas. Le problème, c'est si tu comptes à chaque fois qu'ils ont eu un investisseur qui est sorti, qui est rentré, ça ferait des milliards. Non, en levée de fonds, c'est des centaines de millions d'euros. Ouais. Mais non, mais moi, à une époque, j'avais été surnommé le saltimbanquier. Ah bon? Parce que c'est vrai que la moitié de mon temps, comme les artistes, t'as dit ça, le saltimbanquier. Et l'autre moitié, être un banquier. Ah bon? Donc, le saltimbanquier, il y a Capital en France qui avait fait sa couverture et qui m'avait surnommé comme ça. Et, non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de transactions capitalistiques, tout simplement parce qu'on a commencé Trace avec des fonds d'investissement. Et c'est vrai que quand on accepte de jouer le jeu des fonds d'investissement, c'est une espèce de jeu qui se reproduit, où un fonds sortir très souvent. Il a une date d'entrée, une date de sortie. Et la question, pourquoi je suis encore là, c'est parce que je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ils m'ont demandé de rester et que c'était une des conditions sine qua non de leur investissement. La deuxième raison,
c'est que j'aime bien faire ce que je fais et que vous allez être surpris, mais je pense qu'on n'a pas encore fait la moitié de ce qu'on doit faire. Wow. Voilà. Sérieux? Et que je peux vous annoncer déjà, mais je vais pas vous dire comment ça va se passer. Il y a des grandes choses qui vont se faire dans les mois qui viennent, qui concernent de Trace. Et moi, je considère qu'on n'est même pas au début de notre histoire. Waouh. Oui, puis alors, si à 21 ans, on peut dire ça, je sais pas quoi dire à ceux qui ont fait 5-6 ans. 21 ans, c'est l'âge de la majorité, à peu près. on a à peu près marché. Donc là, vous êtes diplômé. On commence un petit peu. Et là, vous êtes diplômé. Tu peux nous donner un petit indice. On n'est pas terminé quand même à 21 ans. On n'a pas terminé sa vie d'adulte, en tous les cas. Mais tu peux nous donner un petit indice. Encore jeune. Un petit indice, quand même. Dans quelques mois. Peut-être Olivier, pour nous, de ce que vous préparez. L'indice, c'est que globalement, d'abord, ce qui est extraordinaire en ce moment, c'est l'appétence, l'intérêt pour les industries créatives africaines. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens, ça je sais ça. C'est le continent le plus jeune du monde, c'est certainement le continent le plus créatif du monde. Ces industries créatives sont aujourd'hui extrêmement fragmentées. 99% des gens qui travaillent dans les industries créatives en Afrique sont des individus et leur structure, c'est un one-man ou un one-woman show. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a matière à consolider ces industries. C'est vrai. Et qu'au cours de Trace, on pourrait créer quelque chose de beaucoup plus grand. Je parlais tout à l'heure des plateformes qu'on a créées qui permettent d'accélérer le développement de business. Et on pourrait le faire pas seulement pour des entreprises Trace, mais également pour d'autres entreprises dans lesquelles on pourrait éventuellement investir pour que nous aussi, notamment en Afrique, on arrive à se doter de champions avec une dimension internationale qui puissent avoir la taille critique pour être à la table des grands. Et alors qu'aujourd'hui, eh bien, il y a d'un côté les grands Américains, les grands Européens, mais là, on n'a pas d'acteurs africains. Voilà, donc je vous ai donné une piste. Ah non, là, mon cœur bat. Je t'appellerai après, Olivier, je pense, parce que là, tu décris exactement ce que, l'industrie créative, forcément, je suis un des acteurs dont tu sais qui... Parce que lui aussi, c'est notre saltimbanquier. Exactement. Là, s'il sort... Moi, je suis un débutant, ça fait 5-6 ans seulement, je suis dans le game. Olivier, je te dis, c'est ma légende. Moi, je suis un débutant. Mais ok, mais on en reparlera, mais un truc qui peut-être m'intrigue, du coup, un peu en sidestep. Quel a été pour toi, toutes ces années, c'est quoi le meilleur moment pour toi? Tes highlights? Parce que je pense qu'on te parle des galères tout le temps. Il y a des moments qui ont été très très forts. Par exemple, l'année dernière, quand on a fait les 13 Awards à Kigali, et qu'on a 48 artistes, 7000 personnes, 500 millions de vues et d'impressions de la cérémonie, je peux vous assurer que j'avais la peur de ma vie. Ah bon? Parce qu'on allait réussir à faire cet événement. Mais oui, parce que vous vous rendez pas compte, mais c'est une addition de métiers et de complexité. Il faut qu'on arrive à mettre ensemble et que tout fonctionne bien pendant quasiment 6 heures, parce qu'il y a eu 2 heures de red carpet, le tapis rouge, ensuite 4 heures d'émissions de télé en live, diffusées dans 190 pays en même temps, en 3 langues différentes. Enfin bref, un truc de fou, avec des artistes compliqués, une infrastructure compliquée. Et ça a été un magnifique succès. Et là, pour moi, c'était un contentement énorme, parce que les équipes de Trace ont bossé comme des fous pendant des jours et des nuits pour y arriver. Et puis de voir que quand il y a Rema le lendemain qui t'appelle pour te dire je suis venu, mais je pensais jamais que j'allais avoir un événement aussi incroyable. Et je vais revenir l'année prochaine. Quand le président du Rwanda t'appelle en disant bravo pour ce que vous avez fait, on n'a jamais eu un événement comme ça au Rwanda de l'histoire du Rwanda. Est-ce que vous pouvez venir à ma résidence déjeuner ce midi avec les artistes? Quand des gens des États-Unis t'appellent en te disant c'était mieux que les BET ou que les Grammys Awards. Voilà, franchement, c'était une énorme satisfaction pour moi et pour toutes les équipes. Des moments aussi incroyables, c'est ce jour où, au Cameroun, je sortais de mon hôtel et je marchais dans la rue, et puis il y a une voiture qui s'arrête à côté de moi, et puis qui me dit Monsieur Laouché, je dis oui, c'est moi. C'est tout à fait moi. Et puis là, c'était un artiste, il me dit vous me connaissez pas, mais moi je vous connais, et c'est grâce à vous que je suis dans cette voiture, parce qu'avant j'étais là sur une bicyclette, et grâce à Trace, à partir du moment où j'ai commencé à passer sur votre chaîne de télévision, ça m'a changé la vie, et donc j'ai pu
m'acheter une maison, une voiture, m'occuper de ma famille. Et voilà, en tous les cas, je voulais juste vous remercier. Et puis, il est reparti. Et donc, voilà, c'est des moments énormes comme les awards, puis des moments aussi avec des gens comme ça. Et on sait qu'on a eu un impact sur eux. Ou alors, ce moment où un jeune qui avait suivi un parcours de formation sur Trace Academia m'a dit qu'il avait trouvé un travail grâce à nous dans l'électricité. Il avait suivi des cours de Schneider électrique et il a dit ben voilà, moi je connaissais pas du tout ce truc-là et j'ai compris que finalement ma vocation c'était d'aller dans la tech comme ça et sur des cours super intéressants, un métier super passionnant et maintenant je gagne super bien ma vie. Merci encore. Wow, très inspirant. On a une grosse annonce pour vous, très important pour finir l'année. Noël approche, les amis, et on a trouvé le cadeau parfait. On va vous apporter de la valeur avec un mastermind exclusif, 100% gratuit, le mercredi 18 décembre. Et on va parler d'un thème très important. Oui, comme chaque début d'année, vous allez vouloir avoir une meilleure année. Et pour devenir une meilleure personne, on répète souvent dans le podcast qu'il faut avoir un plan. Ça paraît très vaste, très compliqué pour beaucoup d'entre vous. On l'entend, on le comprend et on veut échanger avec vous gratuitement pour tous ceux qui le souhaitent. Inscrivez-vous maintenant. En exclusivité, comme exemple, je vous partagerai le testament que j'avais fait à 25 ans et le plan de mission que j'ai fait maintenant il y a 12 ans et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Inscrivez-vous, il y aura sûrement des guests surprises. On échangera, vous aurez les micros ouverts. Ce sera vraiment un moment de partage et donc inscrivez-vous, rendez-vous le 18 décembre. C'est ouvert à tous, mais dès maintenant, inscrivez-vous pour se retrouver. Il n'y aura pas de replay, hein. Il n'y aura pas de replay. Donc, inscrivez-vous. Ciao. Maintenant. Mais du coup, depuis tout à l'heure, on parle de tellement de pays. Comme tu disais, tu es 50% de ton temps, je crois, en voyage. Ce serait intéressant d'avoir ton regard sur le business en Afrique, de manière générale. Peut-être si tu peux nous faire un peu, toi, ta cartographie, comment ça se passe, Nigeria, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. C'est le moment de te faire un peu des ennemis, là. Des amis. Non, mais sérieusement, parce que... En Afrique, c'est passionnant et très difficile. Ouais. Je vais dire à personne que c'est facile parce qu'on sait que c'est difficile. Il faut être résilient, il faut être patient. Il faut être bien entouré, il faut choisir les bons partenaires dans les pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'est pas un acteur de court terme. On est un acteur et un investisseur de long terme. Et on sait que les fondamentaux des industries créatives sur le continent africain sont là. Les fondamentaux pour une réussite, pour une croissance, pour voir une croissance exponentielle sont là. Il s'agit maintenant de nous organiser. Il s'agit également de trouver les solutions pour mieux travailler ensemble et pas seulement à l'intérieur d'un pays, mais entre les différents pays. Par exemple, en ce moment, là, à l'heure où on parle, on est en train d'organiser une production avec Fally Ipupa, avec Platinum de Tanzanie, avec Simi du Nigeria, qui sont en train de produire un titre, un clip vidéo. Oui, je les ai vus dans le studio, là, sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc c'est un partenaire, un opérateur mobile qui s'appelle Airtel, que vous connaissez dans pas mal de pays africains, qui nous a confié cette mission excessivement compliquée de mettre ensemble ces trois artistes, ces trois légendes. Mais le résultat est tout simplement magique. On m'envoie effectivement des extraits, des clips, des sons qui sont en train de produire quasiment en temps réel. Et voilà, et se dire que... Et les artistes nous ont dit, si c'était pas vous, on n'aurait jamais accepté de faire ce deal, parce que voilà, au mois de décembre, il y a tous nos concerts. Bah oui, ils font plein d'argent à ce moment-là. Bah oui. Là, c'est pas seulement une histoire d'argent, bien entendu, ils sont payés, c'est normal, mais c'est une histoire. On a créé en fait une famille autour de travail. On a créé une famille. Et c'est vrai qu'on a permis aussi à des artistes de se rencontrer. Quand Davido découvre Princess Lover à Kigali et qui nous dit « mais j'ai jamais eu une voix comme ça, j'ai envie de faire quelque chose avec elle ». Puis ensuite, on les met en relation. Voilà. On a été à l'origine de beaucoup de rencontres qui ont produit des choses exceptionnelles. Et donc, ça, c'est aussi une très, très grande satisfaction et de comprendre que finalement, notre impact, c'est pas seulement un impact financier de créer une entreprise qui va être rentable, c'est aussi un impact culturel et de montrer que nous, les Afro-descendants, les Africains, et by the way,
il y a pas longtemps, j'ai fait mon test ADN aux États-Unis. Je suis à 25% nigérian. Allez. À chaque fois, on me posait la question comment ça se passe de faire du business au Nigeria. Maintenant, quand j'arrive au Nigeria, je monte d'abord mon test ADN. J'ai 25% de Nigeria, 7% de l'Afrique de l'Ouest, 19% du Brésil. Voilà. Et là, franchement, ça change tout. Ça change la tout. Dynamique de la n'est plus la peine. Parce que, et à la fin des rendez-vous, l'autre jour, il y avait le ministre de la Culture du Nigeria qui était dans nos bureaux. Et à la fin du rendez-vous, elle m'a dit, vous n'êtes pas seulement à 25% nigérian, vous êtes 100% nigérian. Allez. Et pour moi, et on a signé tout de suite un accord. On va développer des choses ensemble au Nigeria. Mais voilà, juste... donc au-delà de toutes les difficultés, il faut juste se dire que d'abord, il faut comprendre les identités. Elles sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Il faut toujours comprendre les motivations, les agendas que peuvent avoir les gens avec qui on discute, on négocie. Et quand on fait cet effort, qui est un effort aussi culturel, un effort de compréhension, et c'est un effort, finalement, on demande de s'intéresser à l'autre. Et je crois que c'est assez essentiel dans les métiers des médias. Et bien, normalement, on réussit à faire quelque chose d'assez incroyable. Mais justement, là, tu parlais du Nigeria. Moi, il y a un truc qui m'intrigue dans le business de la musique, qu'on a tous observé sur ces 10-15 dernières années. C'est vraiment le boom du business afrobeat, qui est vraiment international, d'Inde au Brésil, bref, partout. Et je voudrais avoir ton analyse là-dessus, parce que alors certains diront oui, c'est parce qu'ils parlent anglais, et encore on peut pas comprendre, même quelqu'un qui parle bien anglais peut pas vraiment comprendre. C'est pas toujours leur LinkedIn, hein, voilà. C'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que on a quand même, bon, moi en tant que Congolais, je rêve, je me dis avec tous les artistes qui envahissent en fait tout le continent, partout où je vais, dans tous les taxis, écoute la musique congolaise. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au Nigeria pour qu'à un moment donné cette industrie devienne vraiment génératrice d'autant de millions, d'autant plus que moi, avant que ça explose, j'étais un fan de P-Square, je le connaissais, mais c'était vraiment, t'étais underground quand tu écoutais P-Square. Ouais, c'était pas tout le monde. Les gens ne connaissaient pas trop. Et puis, il y a eu ce truc avec la génération Davido, Wizkid, où ils font des Madison Square Garden, ils font des Bercy, ils font Et donc, vous avez été aux premières loges, en fait, de ce phénomène. Comment est-ce que tu as vécu ça? Alors, c'est vrai qu'on a été aux premières loges. Je pense qu'on a été aussi un des acteurs. Bien sûr. Depuis plus de 20 ans, on a décidé de miser sur la musique nigériane. Et en fait, le succès de cette musique, pour moi, c'est l'addition de plusieurs facteurs. Alors, il y a un petit peu quand même le facteur langue, parce que quand même quand c'est seulement le refrain d'une chanson, on prend l'exemple par exemple de Calm Down, c'est plus simple de comprendre Calm Down que de comprendre un mot en lingala, Wolof, en lingala ou en Swahili. Voilà, donc c'est un truc. Deuxième chose, les artistes nigérians ont une obsession, c'est d'être comme les Américains qui ont réussi. Et donc, ils regardent, ils analysent, ils étudient, en gardant leur identité, en gardant leur culture, mais ils ont compris le pouvoir du full package. Le full package, c'est également non seulement la qualité de la musique, mais c'est également le look, c'est la qualité des clips vidéo, c'est la qualité, effectivement, de l'environnement qu'il va y avoir autour de l'histoire de ces artistes, et que ce soit un Burna Boy ou un Davido. Et vous voyez, voilà, quand ils veulent faire envie, eh bien, ils vont vous expliquer qu'ils ne voyagent qu'en jet privé, qu'ils roulent en Rolls-Royce et que ça fait rêver toute une génération de jeunes. On aime ou on n'aime pas. En tous les cas, une vision marketing extrêmement précise. Et puis, ils ont compris qu'ils peuvent s'appuyer sur une diaspora. Et la diaspora nigériane est tout simplement une des diasporas les plus engagées sur la culture de son pays, pas seulement d'ailleurs la musique, mais également la nourriture. Quand vous avez un Nigérian à Houston, au Texas, ou à Atlanta, donc aux États-Unis, vous pouvez avoir la certitude que vous allez trouver un restaurant nigérien pas très loin, ou un chef cuisinier nigérien, parce que ils aiment leur culture, ils vont la défendre. Il y a une dimension communautaire de ces diasporas nigérianes en dehors du Nigeria, où ils s'entraident, et donc ce sont des relais d'influence dans des grands pays. Et comme ils sont très implantés dans le monde de la nuit, le monde des boîtes de nuit, le monde de la fête, le monde des concerts, ils arrivent à introduire leurs artistes
et puis à faire en sorte que ces artistes commencent à avoir un impact sur d'autres personnes que ces diasporas. Et comme ils font de la très très bonne musique, eh ben ça marche. Et l'autre jour, je discutais avec le manager de Rema. Vous savez, quand il a sorti Calm Down, au début, c'était un titre qu'il a fait tout seul. Oui. Et puis il y a eu un remix avec Selena Gomez. Ouais. Et pourquoi Selena Gomez? Il m'a dit, c'est très simple. Nous, on allait voir quel est l'artiste qui a le plus de fans sur Instagram au monde. Voilà. Ouais. Selena Gomez. Donc, ils ont dit, on a tout fait pour avoir Selena Gomez. Comme ils avaient un deal de distribution avec Universal, que Selena est chez Universal, ils ont réussi à avoir le contact comme ça. Mais voilà, donc, et eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils pensent pas petit, hein. Les Nigérians, ils pensent grand. L'homme de la rue au Nigeria pense un jour qu'il va être milliardaire, pas millionnaire, hein, milliardaire. C'est vrai que ça joue beaucoup. Ils ont une chance, une capacité, une positivité qui est absolument exceptionnelle. Il n'y a jamais d'obstacle qui va arrêter un Nigérian sur sa route vers le succès. Et donc, quand on additionne tous ces ingrédients, eh bien, on peut mieux comprendre l'explosion de l'afrobeat depuis les dernières années. Ils voient grand, think big. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis là. Mais du coup, c'est un peu intriguant quand tu as autant d'affection pour le Nigeria, autant d'expérience. Si on peut te demander pourquoi, du coup, toi, tu as choisi de, par exemple, ne pas vivre là-bas ou d'être ailleurs. Comment tu as choisi où tu allais vivre, toi? Parce que tu es basé en Afrique du Sud, pour rappeler. Je vis en Afrique du Sud depuis maintenant 12 ans. Wow. Et j'ai décidé de m'installer à Johannesburg pour plusieurs raisons. D'une part, je voulais être en Afrique. Moi, vous l'avez compris, je suis originaire de la Martinique, une petite île de la Caraïbe. Et donc, c'était pas le meilleur endroit pour faire du business mondial. Ensuite, j'ai vécu quelques années à Paris. Et puis, quand j'ai vraiment décidé de développer le réseau Afrique du groupe Trash, je me suis dit, autant aller s'installer en Afrique. Et je voulais que mes enfants apprennent à parler anglais très tôt, pour qu'ils parlent mieux anglais que moi. Et d'où l'Afrique du Sud. Je voulais un pays aussi où finalement j'avais des clients importants qui soient pas trop loin de moi. Donc MultiChoice, aujourd'hui, un des principaux clients. On a des clients comme MTN, comme Vodacom, qui sont L'Oréal, qui sont tous présents et qui ont des sièges panafricains à Johannesburg. C'est vrai. Et puis, un truc incroyable, moi, j'adore le soleil, j'adore la luminosité. Et Johannesburg est une des villes les plus lumineuses du monde. Et puis, il y a des connectivités aériennes avec quasiment toutes les grandes capitales africaines et toutes les grandes capitales du monde. Et puis, il n'y a pas de réel décalage horaire avec le reste de l'Afrique ou l'Europe. Donc voilà, il y avait un tas d'avantages au fait d'aller s'installer à Johannesburg. Ok. Et puis, quand même le pays de Mandela, quand même. Voilà, oui, donc, moi, j'avais accessoirement. T'as dit quoi? Accessoirement, le pays de Mandela. L'apartheid c'est important. Et à se développer, même si c'est un pays qui a aujourd'hui ses problèmes, mais comme tous les pays. Et tu as évoqué rapidement tes enfants. Nous, on parle beaucoup, en fait, dans le podcast, c'est vrai qu'on parle beaucoup de business, mais on parle justement de l'épanouissement. En fait, notre credo, c'est il faut trouver votre épanouissement, si possible en faisant de l'argent, ça peut être pas mal. Mais du coup, il y a toujours cet aspect, effectivement, entourage, proche, que ça soit amitié, que ça soit couple, que ça soit enfant. Et d'ailleurs, là, on va faire un épisode spécifique, justement, sur la parentalité. Où on va vraiment aller au cœur du sujet et dire comment, en fait, en tant qu'entrepreneur, la parentalité, en fait, change, peut-être la culpabilité que ça peut générer à certains moments. Est-ce que c'est des sujets dont tu parles avec peut-être d'autres amis qui sont entrepreneurs? Est-ce que quand tu te retrouves seul, le fait que tu voyages autant, etc., comment est-ce que dans toutes ces années, comment est-ce que tu as vécu en fait ce côté où on te devine très occupé et puis après le rôle de papa, quoi. Non, d'abord, c'est une très bonne question parce que c'est un vrai sujet. Et vous dire que c'est possible de maintenir un équilibre parfait entre son implication professionnelle et sa vie personnelle, ça serait mentir. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, et on parlait de la complexité de faire du business aussi bien en matière de médias qu'en matière de déploiement sur le continent africain, c'est une couche additionnelle de stress, de
d'implication, de temps. Et donc, je pense que quelque part, j'ai dû sacrifier une partie de ma vie personnelle au profit de mes obligations professionnelles et que mes enfants n'ont plus ou moins bien vécu. Donc, j'ai 3 enfants et 2 filles, un garçon, et chacun a forcément été impacté d'une manière plus ou moins importante par l'absence de leur papa à certains moments. Et c'est vrai que c'était à refaire, peut-être que je l'aurais peut-être pas refait exactement de la même manière. Je pense que, mais quand on est dans le feu de l'action et qu'on a aussi la responsabilité parfois de centaines de salariés et que voilà, on est dans des mondes qui peuvent être assez fragiles et que il faut à un moment être présent pour faire avancer certaines choses. Et vous connaissez aussi cette réalité africaine où certains décideurs veulent absolument rencontrer le boss pour discuter de certaines choses. Et donc, vous pouvez même pas envoyer quelqu'un, malgré la qualité des gens qui sont autour de vous, pour vous représenter. Et voilà, donc tout ça, je devrais pas le dire, mais laisse parfois des traces. Et pas que des traces positives et dans notre environnement proche. Alors, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est elle-même maintenant entrepreneur et qui comprend. Mais ça veut pas dire qu'elle apprécie, mais voilà, au moins elle comprend. Et mais il y a eu des moments difficiles et voilà et je sais que j'ai pas du tout été parfait et que malheureusement mes enfants en ont souffert. D'accord. Et du coup, a posteriori, quel conseil tu donnerais à des jeunes entrepreneurs comme nous du coup, est-ce que t'en as je pense que là aussi, peut-être qu'il faut arriver à calibrer son niveau d'ambition avec l'implication en termes de temps que ça peut entraîner. C'est vrai que créer une marque mondiale, un réseau mondial, eh bien, par définition, ça demande un engagement très très fort. Et voilà, peut-être qu'on peut se dire, peut-être que c'est déjà super bien d'être numéro 1 en Afrique ou dans la Caraïbe et que voilà, mon ambition devrait peut-être s'arrêter là. Mais en même temps, c'est contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait de penser grand. Voilà. Alors, la seule chose quand même, tous les business ne permettent pas de monter des plateformes mondiales facilement. Et nous, on a eu la chance d'avoir identifié cette thématique culturelle afro-urbaine et savoir qu'elle avait cette dimension mondiale. Ce n'est pas le cas de tous les business. Donc, et on peut être très, très heureux avec des business qui n'ont pas forcément une dimension mondiale. Et voilà, parce que sinon, ça serait dramatique. On est obligé de faire ça à chaque mois pour réussir. Franchement, ça serait pas cool. Mais voilà, donc, quand j'ai pris la décision d'aller dans cette direction, je pense que j'avais même pas anticiper toutes les conséquences qui allaient accompagner cette décision. Vous savez, la vie, on peut pas tout prévoir à l'avance. Il faut à un moment se lancer, faire des choses. Et donc, j'espère en tous les cas que j'ai pas eu trop d'impact négatif sur les gens autour de moi. C'est pas seulement d'ailleurs la famille très proche, c'est aussi les amis. On voit pas souvent et parfois on est obligé de refuser des invitations et c'est pas tous les jours très très cool. Hein. Mais il faut savoir ce qu'on veut aussi à certains moments. Et en tous les cas, il faut savoir que quand on a des niveaux d'ambition importants, il y a des sacrifices qu'il faut accepter, il faut essayer de les mesurer et de voir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Oui, les invitations, les mariages, les baptêmes. Ouais, je pense. Assez... Et souvent, les gens disent que c'est à ça qu'on voit la vraie ambition. C'est à la taille des sacrifices qui sont faits en face. Certainement, mais en même temps, vous voyez, quand vous m'avez contacté il n'y a pas très très longtemps pour faire cette émission, j'ai assez rapidement répondu, on a trouvé une date assez rapidement, parce que je pense que parmi mes responsabilités, il y a cette responsabilité justement de partager cette expérience avec d'autres qui démarrent, qui n'ont peut-être pas eu la chance que j'ai eue de pouvoir aligner toutes les briques qui m'ont permis de construire les fondations de ce qui est mon groupe aujourd'hui. Et voilà, donc il faut savoir de temps en temps prendre le temps pour partager. Totalement. Ah ben écoute, on t'en remercie énormément. Je vais regarder juste les questions si tu as une autre. Vas-y, et juste moi en termes de partage, juste tout à l'heure on s'est un peu parti, mais je voudrais revenir sur, avant qu'on te laisse, sur
ce sujet du coup, si BET est revenu vers vous plusieurs fois, pourquoi ne jamais avoir dit oui? Qu'est-ce qui manquait pour vous, peut-être? Bon, je vais le dire, mais la réalité, c'est que BET souhaitait racheter Trace, notamment pour son réseau de distribution. Et l'idée, c'est de tuer la marque Trace et la remplacer par la marque BET, avec une approche américaine. Voilà, en fait, ils voulaient acheter notre plateforme mondiale, qui était plus importante, qui est toujours plus importante que la leur, bien sûr. Et mais l'idée, cette subtilité que nous on comprend, parce que c'est dans notre ADN qu'il faut savoir faire une chaîne localisée pour l'Afrique de l'Ouest francophone, pour le Nigeria, qui est pas la même chaîne qu'on a au Ghana, qui est pas la même chaîne qu'on a au Cameroun, qui est pas la même chaîne qu'on a en Afrique du Sud. Bref, tout ça, culturellement, on était à des années-lumière de nos amis américains. Donc, j'ai des amis encore chez BET. Le boss de BET, Scott Smith, est un ami. Et donc, on n'était pas alignés sur la vision, sur la compréhension de ces marchés. Ils m'ont proposé beaucoup d'argent. Allô? On a une responsabilité et une obligation d'essayer de porter notre message culturel dans le monde entier. Et c'est pas un message qui est uniforme. C'est un message qui fait la part belle à notre diversité. Je viens d'une région du monde, la Caraïbe, où on a la chance d'avoir des écrivains exceptionnels. Et il y en a un qui s'appelle Édouard Glissant, qui a défini cette notion de tout le monde, qui est en fait une addition de composantes qui viennent d'un peu partout, et qui, ensemble, arrivent à produire quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec Trace, c'est de prendre l'addition du meilleur des Afriques, de la Caraïbe, de l'océan Indien, des diasporas du Brésil, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord et j'en passe, et puis de mettre tout ça ensemble et qu'on s'enrichisse de nos différences et qu'on puisse aussi exister avec notre identité et qu'on soit fier de nos origines, de ce qu'on a pu construire. Et je pense que de plus en plus, l'Afrique a un message à porter vis-à-vis du monde, mais il faut qu'on arrive d'abord à mieux s'organiser en Afrique. Super. Donc, j'ai retrouvé la question. En fait, Olivier, donc nous, au-delà du podcast, on a créé une communauté autour du podcast. Donc, ce sont des personnes c'est comme un club. On est sur une communauté et c'est des personnes qui nous aident à co-créer le podcast, qui justement choisissent, en tout cas, essayent de nous pousser à avoir des invités comme toi, à poser des questions. On parle des projets des uns et des autres. Donc, on essaye, nous aussi, à notre niveau, de déjà partager nos expériences. Et donc, il y avait pas mal de questions, mais j'en ai sélectionné juste quelques-unes parce que les autres, je les ai déjà posées. Donc, je vais juste remercier déjà Ama, Ariel, Enoch, Christian et Marc qui ont posé pas mal de questions. Peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est sur la notion de soft power. Enfin, tu l'as évoqué rapidement. Tu évoques souvent l'importance de se structurer, l'importance des ICC. Ce serait de peut-être... tu m'entends toujours? Oui, ok, c'est donc... une fois pour toutes, il y a tellement de définitions différentes du soft power. Donc, expliquer en quoi le soft power panafricain est important pour le développement du continent. Ta définition et puis expliquer pourquoi c'est important. Le soft power, c'est le pouvoir d'influence. C'est le pouvoir de faire en sorte que des gens vont prendre des décisions par rapport à la perception qu'ils ont de ce que en face on représente ou ce qu'on pourrait faire. Et l'idée aujourd'hui, pourquoi des pays comme le Qatar ont investi dans Al Jazeera, pourquoi les Américains ont investi massivement dans l'industrie du divertissement, de l'information, des contenus, c'est tout simplement parce que à travers ces outils, ils peuvent également emmener tout un lifestyle, toute une culture, toute une identité et toute une économie. Aujourd'hui, si l'Afrique veut peser dans le monde, tout simplement, et si elle veut prendre la part de puissance qu'elle devrait avoir, il faut qu'elle soit connue, reconnue, appréciée et parfois également un petit peu crainte. Et
Si aujourd'hui, vous n'avez pas les outils qui vous permettent de communiquer, qui vous permettent de toucher des centaines de millions de personnes, eh bien, personne, finalement, ne va vous prendre réellement en considération. Donc, sachant que, malheureusement, l'économie de l'ensemble du continent africain est à peine équivalente à l'économie d'un grand pays occidental. Donc, on est des nains économiques au niveau africain. Même quand on additionne le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et tout ça, quand on prend le continent, on importe tout petit. Et donc, non seulement il faut qu'on ait une croissance économique, mais c'est beaucoup plus rapide d'avoir une croissance en influence si on arrive à avoir des outils qui peuvent porter des messages. Alors, aujourd'hui, nous, avec Trace, on est très dans la culture, mais c'est vrai que progressivement, notamment avec nos plateformes digitales, on ne s'interdit pas d'aller aussi dans l'information, d'aller dans une communication beaucoup plus active avec notamment les publics jeunes qui se sentent sous-représentés dans les strates économiques, sociales et politiques des pays africains et qui ont besoin d'avoir leur voix et donc ont besoin aussi de pouvoir faire porter leur message sur ce qu'ils pensent qu'on devrait faire dans leur pays. Et donc, on a envie, nous, d'être encore plus impliqués auprès de ces publics. Vous savez, on travaille sur la partie divertissement, mais sur la partie réussite avec les plateformes de formation professionnelle comme Trace Academia ou les plateformes de monétisation des artistes. Mais je crois que on a aussi une responsabilité de contribuer à faire avancer les choses dans des pays où aujourd'hui on a l'impression qu'il y a certains blocages. Donc voilà, et c'est pas faire de la politique politicienne, c'est tout simplement permettre à une majorité de la population de se retrouver, de s'exprimer et de pouvoir contribuer à faire les choses, à faire changer les choses. Super. Très clair. Super. J'ai une autre question sur d'Ariel. Si tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a vraiment un truc où tu te dis, ce truc-là, si j'étais tourné à gauche au lieu d'à droite? Non, mais je pense qu'il y a eu un moment où j'ai sous-estimé mon pouvoir de prendre le contrôle capitalistique de Trace. Voilà, moi, j'ai jamais été l'actionnaire majoritaire de Trace parce que j'ai pas d'argent quand j'ai créé Trace au tout début. Dans des fonds d'investissement qui sont arrivés. Et puis finalement, quand Goldman Sachs est sorti, après 7-8 ans, il y avait eu un changement de réglementation aux États-Unis et Goldman ne pouvait plus investir avec ses fonds propres dans des fonds d'investissement qui prenaient des participations. Et à ce moment-là, j'aurais pu prendre le contrôle de Trace si je m'étais pris un petit peu différemment. Il aurait fallu certainement que je m'endette de manière importante et tout, mais j'ai pas saisi cette opportunité. Ils m'ont pas proposé spontanément non plus. Il se trouve que j'avais trouvé d'autres fonds qui étaient prêts à racheter leur participation, mais c'était à refaire. Je pense que j'aurais eu une approche capitalistique plus agressive que ce que j'ai pu avoir à l'époque. C'est impressionnant parce que pour nous, tu es déjà l'un des capitalistes les plus agressifs. Si tu dis que tu aurais dû l'être plus, c'est qu'il y a encore des niveaux au-dessus. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a rarement ce genre de retour sur ce genre de peut-être de petits regrets. C'est vrai qu'on entend pas mal de discours, enfin de plus en plus de discours sur le fait que arrêter de regarder que le pourcentage. Il y a aussi ce qui se passe dans les packs d'associés, quel est le niveau de décision finalement. Mais finalement, ce qui est beau, c'est que malgré tout ça, toutes ces personnes qui viennent, qui investissent, ils se disent que la condition, c'est que Olivier soit le capitaine. Donc, pour le moment, j'espère que ça va changer quand même rapidement parce que je dis toujours que les cimetières sont remplis de gens indispensables. Donc voilà. Et il sera bientôt temps pour moi aussi de penser à ma succession. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un tas de gens de très grande qualité autour de moi. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'on trouvera des gens qui sont encore meilleurs que moi à un moment de l'histoire de Trace quand ça sera nécessaire. Super. Du coup, après, le reste, c'est des questions qu'on a déjà posées sur les erreurs. Moi, j'en ai une dernière vraiment avant de conclure parce que ça, c'est le mystère que tous les entrepreneurs, à chaque fois, se grattent la tête quand on pose la question. Mais comment est-ce que tu recrutes, Olivier? C'est l'occasion pour moi de faire une salutation à Elvis qui
qui m'avait donné en fait ton contact, Elvis, qui a été longtemps chez toi, d'abord uniquement sur le digital, après responsable de la rédaction. Et j'évoque Elvis parce que lui-même, quand il se présente, j'étais à un dîner avec lui, quand il se présente, il explique comment il est passé de l'école à faire ses contenus web parce que c'est un passionné de journalisme, etc. Et à 1 an plus tard, il te décrit comme étant assez fou pour lui donner en fait d'énormes responsabilités, ce qui fait qu'il se retrouve dans le bain du jour au lendemain à côtoyer les Koffi Olomide, à voyager partout, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que voilà, tu vois comme ça un jeune, je sais pas quel âge il avait, et tu lui donnes des clés comme ça. Est-ce que tu as un truc particulier à nous dévoiler, parce que tu connais le sujet, c'est compliqué. On parle toujours des recrutements réussis, mais il faut savoir qu'on réussit pas toujours. Mais ça c'est vrai. C'est une alchimie. C'est une alchimie. Hein. Il y a toujours un petit peu de magique. C'est pour ça que moi je dis il y a pas de garantie absolue sur la qualité d'un recrutement. Il y a un peu d'intuition. Excuse-moi Olivier, juste préciser qu'Elvis a été recruté ensuite par Sony pour devenir directeur Afrique. Yalema, donc c'était un jeune franco-congolais. On a recruté à Trace d'abord pour travailler comme journaliste, et puis au fur et à mesure, il a pris des responsabilités dans tout le business de la musique à Trace, et il a finalement été recruté par Sony pour prendre la direction de Sony Afrique francophone. Et voilà, donc il a une très belle carrière aujourd'hui chez Sony, où il s'occupe de grands artistes et de développer pas mal de business autour de la musique. Donc on a gardé bien entendu de très bonnes relations, et on est très heureux de savoir que beaucoup d'anciens de Trace aujourd'hui, deux des responsables techniques du groupe Canal+ Monde sont des anciens de Trace. Moi, mon ancien directeur des programmes de ma chaîne de télévision en Martinique, Gérald Brice-Viré, le directeur général de toutes les chaînes de télévision du groupe Canal+. On a des gens chez Twitter, on a des gens chez TikTok. Le patron de TikTok en France est notre ancien responsable du digital. On a des gens dans quasiment toutes les grosses boîtes et qui ont plutôt superbement bien réussi. Donc, c'est une bonne école Trace, parce que en fait, on donne très rapidement beaucoup de responsabilités et un champ des possibles très large et à nos jeunes recrues. Et je pense qu'aujourd'hui, les 2/3 des personnes qui sont à des niveaux de direction chez nous ont démarré chez nous, et on les a accompagnés dans leur croissance. Et j'en profite pour envoyer un petit message à Nadège Toubiana, Madame Toubiana, Nadège, que vous connaissez forcément, à Abidjan, qui est une très grande personnalité et une des personnes qui a démarré chez nous comme commerciale de base. À l'époque, elle travaillait pour un magazine, et moi, je l'avais rencontrée quand j'étais à Sectora. Et puis aujourd'hui, c'est la directrice générale de Trace pour toute l'Afrique francophone. Donc voilà, un autre exemple aussi de talent qu'on a réussi à identifier, à détecter, et qui nous a permis de faire grandir. Donc, est-ce qu'il y a un truc? Donc voilà, c'est de l'intuition, la personnalité des gens est aussi importante que leur technicité, parce que finalement, la technicité, ça doit évoluer. Aujourd'hui, on doit gérer des choses qu'on n'avait même pas envisagé qu'elles allaient exister il y a quelques années. Et donc, je crois que cette notion aussi de savoir se remettre en cause, savoir aussi gérer les autres, comprendre le cerveau humain, finalement, le truc quasiment le plus important maintenant, je crois, en termes de formation, et d'ailleurs, il n'y a aucune formation réelle pour ça, c'est comprendre le cerveau humain. Parce que finalement, notre job à nous, c'est de travailler avec des gens, de comprendre des gens, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, bref, tout le monde, tout un écosystème autour de nous. Et donc, si on ne comprend pas comment ça se passe au niveau de ces cerveaux, on aura du mal à réussir de bons recrutements. Alors, mon image, c'est figé. J'espère que ça marche toujours. Non, c'est bon. C'est bon. D'accord. C'est bon. Ben, tradition, oui, alors, la tradition, on fait la tradition de la personne célèbre ou pas, quand même? Oui, ben là, on a invité on a un bon client. Alors, Olivier, on a une tradition où on demande quelle est la personne qui serait la plus célèbre, à ton avis, dans ton répertoire téléphonique? Waouh, j'ai quelques présidents. Hein. Voilà, c'est ça qu'on aime. J'ai quelques présidents, dont le président Macron. Je sais qu'il n'est pas super populaire en ce moment. Mais il est célèbre. C'est clair, il est célèbre. On a des liens forts, et on a organisé son voyage au Nigeria quand il allait à Lagos. On a
événement culturel absolument incroyable avec lui au Shrine il y a quelques années. Et sinon, j'ai beaucoup d'artistes. Hein, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure sont dans mon répertoire. Les Kofi, les Diamond, les Rema et autres Burna Boy. Et ouais, voilà. Burna quand même, c'est aussi très proche. Ouais. Je suis proche d'Econ aux États-Unis, qui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de personnes. Je suis très proche d'Elisabeth Moreno, vous savez, la ministre d'origine capverdienne, qui était ministre de la diversité et qui est vice maintenant en France. Et qui est investisseur maintenant. Ici en Afrique et beaucoup à Abidjan d'ailleurs, une capitale africaine. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que quand on a un certain niveau de responsabilité, on rencontre des gens qui sont importants, mais je suis tout aussi fier d'avoir des anonymes que vous connaissez pas, et qui sont des amis et qui comptent autant pour moi que les célébrités que je peux connaître. Totalement. Mais c'est pour la partie un peu... Il faut équilibrer quand même, voilà. C'est bien. et ensuite, c'est le mot de la fin. C'est peut-être voilà, le choix du mot, vraiment un mot qui va soit résumer ce que tu retiens de la conversation, ou soit ce que tu veux que les gens retiennent. Voilà, un mot qui te parle. Moi, je le dirais en deux mots, plus qu'un mot, c'est aller jusqu'au bout de ses rêves. Jusqu'au bout. Je pense que voilà, on peut aller jusqu'au bout de ses rêves, il faut juste s'organiser, mais c'est possible. Donc voilà, c'est toute ma vie, j'ai essayé de rendre possible ce que d'autres m'avaient dit qui était impossible. Et puis moi, je suis un très grand fan d'Aimé Césaire, vous savez, ce poète, écrivain martiniquais, qui a écrit un poème qui s'appelle « Hors des jours étrangers ». Et il y a un extrait de ce poème que je cite souvent, où il dit « Mon peuple, quand donc cesseras-tu d'être un jouet sombre au carnaval des autres ?» Donc ce que je dis, c'est prenez votre destin en main et allez jusqu'au bout de vos rêves. Magnifique. Jusqu'au bout. Donc, on verra ceux qui ont été jusqu'au bout déjà de l'épisode. Exactement. Il faudra mettre le mot-clé dans les commentaires. Dans les commentaires. Et vraiment, merci. Je pense qu'il faudra qu'on te invite un jour pour parler aussi de comment est-ce que tu gères tout ce réseau, parce que tous ces gens que tu connais, en fait, il faut pouvoir entretenir, etc. Je pense que ça aussi, ça doit être un art. Mais quand il viendra à Abidjan, j'espère qu'il va revenir un jour. Oui, est-ce que tu passes à Abidjan bien sûr. Abidjan, forcément, c'est une de mes villes préférées. Donc là, cette année, je suis venu juste pour la CAN en début d'année, mais prévois de revenir dès le début de l'année prochaine. Ok, super. On sera là. Avec plaisir. Et je pense que je vais prendre ton numéro avec Kaï avant pour parler d'industrie créative. Donc, merci beaucoup. Merci encore d'avoir été aussi réactif, aussi généreux. Merci énormément pour ta générosité, ce partage vraiment extraordinaire, très, très impactant. J'ai beaucoup aimé. Moi, depuis tout à l'heure, ce qui me laisse, c'est vraiment le « If you don't have an advantage, don't compete ». Parce que parfois on veut lancer plein de projets, et on se sent suffisamment fort pour apprendre des nouvelles choses et donc dominer le marché, mais il faut se poser la question du edge. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup, et puis c'est moi qui vous remercie. Merci, je vais aller retrouver ma famille. Ok, oui. Tout pareil. Ciao. À très vite, Olivier. Allez, ciao. Alors, merci d'écouter ce podcast qui, j'espère, vous sera utile, qui est surtout, en plus d'être divertissant, vous sera quelque chose qui vous permettra d'apprendre. Et je sais que le mot apprendre est un peu galvaudé. C'est pas juste qu'on veut vous transmettre des informations. On espère qu'on va vous donner envie d'agir pour changer, pour être meilleur. Et il y a deux façons dont vous pouvez agir pour ce podcast. La première, évidemment, c'est de vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Il y a une façon qui est payante, mais qui vous servira plus qu'elle nous servira. Et c'est de rejoindre la tribu SOA. Beaucoup de gens pensent que la tribu SOA, c'est juste un groupe Telegram, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que si vous regardez bien, en fait, ce qui, j'espère, vous apporte de la valeur, c'est que nous, on partage notre expérience. Et surtout, ce que je pense que certains d'entre vous aimeraient quand ils nous écoutent, c'est partager la vôtre. Et en fait, la tribu, c'est ça. C'est plus un simple groupe Telegram. On a évolué vers une nouvelle plateforme encore plus dynamique. Certains disent quasiment que c'est un réseau social dédié aux gens qui écoutent le podcast SOA. Et dans
ce réseau social, en fait, on échange, on apprend et donc on agit ensemble. Et si vous avez envie de co-construire le podcast, si vous avez envie d'améliorer votre plan, votre carrière ou de votre entreprise, ces 3 choses supposent une action dès aujourd'hui et pas demain et pas dans 6 mois. C'est rejoignez la tribu SOA. Pour l'instant, ça ne coûte que 100 000 l'année, donc vous payez une fois et c'est terminé. Et comme on a une nouvelle plateforme et comme vous le savez, une nouvelle année amènera sûrement de nouveaux tarifs, donc dépêchez-vous. J'espère vous rejoindre très vite dans la tribu SOA.